Donc, une conférence peut-être un peu particulière, très terrain. Aujourd'hui, on va parler de l'innovation en particulier. On a la chance d'avoir Xavier qui sera un auditeur, parce que je tiens à te rappeler que tu n'as toujours pas ton diplôme en tant que AED 60. Et l'occasion et le plaisir de faire partie des nôtres maintenant. Xavier Titelman, je pense que vous le connaissez, ou tout au moins vous l'avez vu. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas le voir, puisqu'il intervient aujourd'hui sur LCI et surtout, il est très impliqué dans un conflit qui a bouleversé l'Europe et qui bouleverse l'Europe depuis 2 ans. Nous avons le plaisir d'avoir Xavier qui va nous partager son expérience sur rétexte de l'innovation en Ukraine et en particulier ce qu'il a pu voir sur le terrain, puisque tu passes à peu près ta vie entre l'école militaire, les plateaux de LCI et l'Ukraine. J'étais la semaine dernière. Cette présentation, cette conférence est évidemment dans le cadre de nos conférences Athéna, qui sont organisées avec à la fois l'AAT et la société Alcimed, qui nous permet de réaliser ces conférences tout au long de l'année. Xavier, Merci à eux. tu vas Merci pour t'asseoir. l'introduction. Bonjour à tous. Alors du coup, pour expliquer, avant d'être présent dans les médias et d'avoir une chaîne YouTube, c'est vrai que je suis un ancien membre de l'aviation navale, donc l'aviation, c'était mon truc depuis tout petit. J'étais de spécialité détecteur navigateur aérien et ma deuxième partie de carrière, ça a été de faire de l'OSINT de 2013 à 2017, de la gestion de crise au centre de gestion opérationnelle de crise interministériel Place Beauvau, dans lequel j'étais en charge de structurer la remontée des médias sociaux, c'est-à-dire comment collecter de la donnée massive pour en faire de l'intelligence au profit des pompiers et des secours d'une manière générale. Et j'ai fait pas mal de conseils à partir de 2017, c'est-à-dire que j'accompagnais des industriels, des missions que j'avais pu faire pour la DGA, etc. Et je donne des cours sur l'innovation aéronautique et défense également, par exemple à la Toulouse Business School, etc. C'est-à-dire que l'innovation de défense, c'est mon truc depuis des années et des années. Et c'est vrai qu'on a ce conflit qui était tout particulier, avec un investissement qui effectivement dépasse le simple fait de regarder sur les médias sociaux. C'est que avec ma chaîne YouTube, j'ai demandé à ma communauté de m'aider à structurer une sorte de réponse opérationnelle et mes vidéos, euh, l'argent généré par les vidéos retourne à l'Ukraine. C'est-à-dire que je génère de l'argent sur YouTube et cet argent retourne en Ukraine. C'est-à-dire que j'avais un contact direct avec, avec les combattants, avec des ONG, avec des humanitaires et ma communauté finance également. C'est-à-dire que mes actions sont 100% civiles, mais comme ma communauté peut choisir de soutenir les militaires. Ce qui veut dire que j'ai un contact direct avec les 50, 60, 70 Français qui sont engagés volontairement dans la Légion et qui me remontent leurs besoins, et qui m'expliquent comment les drones fonctionnent, et qui m'expliquent qu'est-ce qui leur manque, et les systèmes de brouillage, etc. C'est-à-dire que ça m'a ouvert des portes, parce que j'ai un retour d'expérience qui est incroyable. Je vois exactement comment ils innovent, comment ils accélèrent, mais ça m'a aussi ouvert les industriels, puisque ma communauté achète des drones au profit des combattants. Donc je vais visiter les usines et je vois comment ils travaillent. Et donc c'est un petit peu ce retour d'expérience global que je vais essayer de vous présenter ici. Alors, oups, attendez, comme ça je vais mettre là. D'abord, pour revenir un petit peu sur l'état des lieux de la situation de l'Ukraine. À la fin de l'URSS, l'Ukraine, elle a un tiers du total de l'industrie de défense de l'URSS. Donc c'est absolument colossal. 1810 entreprises, 750 usines, 140 institutions scientifiques et techniques et 1 million d'employés. Et ils ont un parc gigantesque qu'ils vont pouvoir en partie transformer pour exporter. 6500 chars, 7000 autres véhicules de combat, 7200 pièces d'artillerie, 500 bateaux, 1000 aéronefs, etc. 25 ans plus tard, il ne reste plus que 250 000 employés. C'est-à-dire que les trois quarts de cette BITD se sont évaporés, mais ils tiennent uniquement sur l'export. 90% de la production de cette industrie est tournée vers l'export, c'est-à-dire qu'ils avaient l'exigence d'être ultra compétitifs. Et s'il reste encore 250 000 personnes, c'est justement parce qu'ils ont été bons et qu'ils ont réussi à proposer des services et des produits qui étaient pertinents également sur le marché. Donc c'était toujours autour de 1,5 milliard d'euros par an. Donc là, c'est l'évolution du chiffre d'affaires à l'export d'après le CIPRI, que vous connaissez, les bases de données CIPRI. Ça ne s'exprime pas en chiffre d'affaires, ça s'exprime en unité de valeur CIPRI, donc c'est un chiffre moyenné pour voir d'une année sur l'autre. Mais en gros, le chiffre d'affaires réel est quasiment 2 fois plus élevé que les montants ici que vous avez. Donc par exemple, un Rafale vaut 55 millions d'unités de valeur. Donc on sait que c'est quasiment le double. Alors, sur la période
2005-2014, 2014, vous savez, il y a la première invasion russe, ils vont quand même vendre plus de 200 avions de chasse, plus de 230 hélicoptères, 700 blindés, 800 chars. Le Pakistan, il y a beaucoup de pays qui sont équipés avec des systèmes d'origine ukrainienne qu'ils ont améliorés et vendus. À tel point que sur la période 2008-2012, l'Ukraine se classe en 9e position des pays exportateurs d'armes, entre Israël, l'Italie, et devant des pays comme la Corée du Sud, évidemment, qui ont largement explosé depuis. Il y a des années qui sont exceptionnelles, par exemple sur l'année 2012, dans laquelle ils vont vendre les chars T-84 à la Thaïlande, des PTR-4 à l'Angola, et avec des livraisons qui vont arriver plus tard. Mais par exemple, ce T-84, qui est en fait une évolution des chars soviétiques, du char T-80, sauf qu'ils vont directement améliorer son canon avec deux versions, une version soviétique, le canon de 135 mm, le standard OTAN avec le canon de 120 mm. Ils ont des mitrailleuses améliorées, ils ont des chargeurs automatiques, ce qui n'était pas le cas par le passé, ils ont des systèmes de protection, ils ont des capteurs en plus, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils vont non seulement améliorer leur propre industrie pour avoir ses propres capteurs, mais ils vont aussi se permettre d'acheter ce qu'ils considèrent être de plus pertinent sur le marché à l'extérieur. Ils n'ont pas forcément cette exigence d'être souverains de A à Z. C'est-à-dire que parfois, ils vont prendre des systèmes civils, des caméras de sécurité, des sortes de webcams que nous, qu'on achète pour 100 balles. Eux, ils ne font pas développer un système quasi équivalent pour 100 fois plus cher. Ils vont réellement acheter ce qui est disponible sur le marché pour l'intégrer. Et donc, ils proposent des modernisations de systèmes anciens, de T64 par exemple, qu'ils utilisent au niveau national, qui est quasiment du niveau d'un T80 modernisé. Et donc, ils ont réellement, dès le début, tourné leur survie, leurs besoins de survie, c'était sur leur capacité à proposer, à puiser dans leurs stocks qui sont pléthoriques et à améliorer ces systèmes-là. Donc, ils gagnaient des contrats à l'export. Un char modernisé T-84, ils le vendent à 5 millions de dollars, ce qui est un chiffre qui est tout à fait abordable, en plus avec des coûts d'exploitation, de maintenance qui sont vraiment, vraiment très, très peu chers par rapport à ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire que des usines de tracteurs au Pakistan, en Thaïlande, étaient chargées de réaliser la maintenance. Hop, pardon. Hop. Et ce qui fait que sur la période 2013-2017, il y a 85% des exportations qui sont simplement la vente de composants et de services. Avec MotorStitch, par exemple, qui est très très bon dans les moteurs. Énormément de moteurs dans le monde viennent d'Ukraine. Avec également une particularité, c'est que jusqu'à cette époque-là, ils étaient également encore très intégrés avec la Russie. Énormément de ventes se faisaient avec la Russie. Les moteurs des bateaux russes, la maintenance des systèmes les missiles nucléaires russes étaient maintenus par l'Ukraine jusqu'à cette période-là. Et donc évidemment, ce qui se passe en 2014, c'est pour ça que vous avez un creux en 2015, c'est qu'en 2014, vous avez l'invasion russe et pour la première fois, ce choix de la part de l'Ukraine d'arrêter de fournir du matériel à la Russie. Et la Russie était dépendante de l'Ukraine pour 184 types de systèmes différents. C'est-à-dire que la Russie ne pouvait pas sortir ses bateaux, ses chars, ses avions, ses optiques. Et ils ont eu vraiment des grosses, grosses difficultés. Et l'objectif de la Russie est d'être capable de contourner ces manques en 2018, et on sait qu'ils n'ont pas réussi à le faire encore aujourd'hui, avec des programmes d'armement qui ont été annulés ou très largement retardés parce qu'ils ne pouvaient plus accéder à la BITD ukrainienne. Ce qui s'est passé également, c'est que donc ils ont eu les sanctions envers la Russie qui fait que l'industrie ukrainienne a arrêté d'exporter, mais il y a également les grands contrats qui, par exemple, vers la Thaïlande. Bah, les chars, finalement, ils en avaient besoin en interne, puisqu'ils avaient le retour de cette guerre, certes de basse intensité, mais ils avaient réorienté la production nationale et ne pouvaient plus l'exporter, et du coup, ils l'utilisaient au niveau national. Et donc, c'est pour ça que le chiffre d'affaires à l'export a baissé à partir de cette période, c'est qu'ils en avaient besoin pour leurs besoins nationaux. Un autre exemple, il y avait par exemple les Antonov 70 qui devaient être achetés. La Russie devait acheter 60 Antonov 70 qui devaient être livrés à partir de 2015. Et ces appareils étaient opérationnels. L'Allemagne avait été très intéressée par les acheter, mais finalement, ils étaient partis sur la 400M. Mais c'était des appareils qui étaient pertinents, qui devaient être vendus. Et il y a eu des programmes pour trouver des débouchés en Inde ou en Arabie Saoudite derrière. Ça n'a pas abouti, mais la Russie avait déjà signé ce contrat. Et donc, ça a aussi posé des problèmes de survie aux grandes entreprises comme Antonov, qui perdaient évidemment une partie de leurs débouchés. Et quand on regarde ce qui
arrive sur les toutes dernières années. Les premiers importateurs ukrainiens restent la Chine, l'Arabie Saoudite, et puis la Thaïlande et la Russie à partir de 2018, quand ils ont arrêté d'exporter, parce qu'il y a quand même une douzaine de chars qui ont été exportés vers la Thaïlande. Finalement, ça s'est arrêté. En 2014, on a une vraie accélération et je vais faire quelques focus sur des exemples que je trouve pertinents de matériels qui ont évolué. Il y en a un qui a fait énormément de bruit, mais qui est sorti en fait un petit peu plus tôt dans la guerre. Vous avez entendu parler du missile Neptune, celui qui a permis de couler le Moskva, le navire amiral de la flotte russe qui a été coulé en 2022. En réalité, les Ukrainiens avaient fait évoluer un missile historique qui s'appelle le KH-35, qui est tiré depuis une batterie côtière. C'est un bureau ukrainien qui l'avait fait évoluer, et vous voyez qu'en fait, la totalité des composants ont été modifiés. Il y a un nouveau radar, il y a un nouveau altimètre qui permet de voler encore plus bas malgré les vagues qui s'adaptent, etc., pour être confondu par le radar de la défense aérienne de notre cible, pour qu'on ne puisse pas avoir de différence avec les vagues. Il y a une navigation inertielle qui est résistante au brouillage, c'est-à-dire que même si vous allez brouiller GPS, ça va continuer à fonctionner. Il y a de l'évasion de fréquence, une sorte d'AESA, ils m'ont pas dit exactement comment ça fonctionnait, mais de ce qu'ils m'expliquent, c'est quasiment un radar, enfin AESA, c'est-à-dire antenne active, changement de fréquence entre chaque émission pour que la cible ne puisse pas brouiller notre radar également. Donc ils avaient vraiment intégré des technologies très pertinentes, et donc on le voit, première exposition en 2015 dans un salon, premier tir en 2017, premier tir validé à plus de 100 km en 2018. En 2019, ils annoncent qu'ils en font une version sol-sol, pour être capable non seulement d'aller sur la mer, mais également de taper sur le sol. Et ça, c'est un vrai challenge, parce que quand vous tirez sur l'eau, en gros, on allume les radars un petit peu avant la fin, et puis un bateau sur l'eau, ça se repère assez facilement avec un radar. Par contre, désigner une cible au sol, c'est beaucoup plus compliqué en termes de développement technologique, et eux, en seulement 1 ou 2 ans, ils l'ont fait. Personne n'y croyait réellement, sauf que c'est avec ce missile-là qu'ils ont réussi à détruire 2 batteries S-400 russes sur la Crimée. Donc on sait désormais évidemment que c'était pertinent face aux bateaux, mais c'est également pertinent face à des S-400 qui sont pourtant ultra protégés et censés être capables de se protéger contre ce type de système. Ils l'ont vendu à l'Indonésie en 2020. La vente n'a pas été concrétisée puisque la production est réorientée au niveau national, mais encore une fois, ça prouve leur capacité à aller chercher des marchés export sur des systèmes de pointe. Hop. Et le tout, le développement, la totalité du coût du développement, c'était 40 millions de dollars. Quelques autres exemples, je ne vais pas aller dans le détail à chaque fois. Le S-200, c'est un système antique. Alors lui, il porte quasiment à 250-300 km avec des radars qui étaient monstrueux, qui étaient gigantesques. C'était des produits chimiques invraisemblables pour faire fonctionner ces missiles. Sauf que du coup, bah, ils étaient périmés. En 2013, ils les ont retirés du service. Ils sont retirés du service. Et ils les ont modernisés à partir de 2015, à partir de l'invasion russe, pour les transformer de 2 manières différentes, pour en faire des systèmes qui puissent porter beaucoup plus loin, 600 km de sources russes. C'est les Russes qui disent les Ukrainiens nous ont tiré dessus à 600 km avec leur S-200, en mode sol-sol, là également. Et les Ukrainiens, c'est eux qui ont révélé que le fameux l'avion radar A-50 qui a été abattu, il a été abattu par un S-200, portée supérieure aux Patriotes. Mais c'était une surprise stratégique, puisque les Russes pensaient que ce système n'était plus opérationnel. Et ils avaient fait voler leurs avions à une distance qu'ils pensaient être une distance de sécurité, parce qu'ils ont fait des choses qui étaient intéressantes, les Ukrainiens. Ils ont un programme qui s'appelle Frankensam, Solar Missile, c'est-à-dire qu'ils mélangeaient des radars anciens, ou alors des systèmes de lance-missiles récents. Et par exemple, là, ils avaient utilisé des systèmes de radars S-300, qui ont une portée limitée, mais ils l'avaient associé à ce missile qui avait une portée très très largement supérieure. Et donc les Russes se mettaient à la portée théorique d'un S-300 et ils se prenaient un missile qui allait finalement à 300 km de distance. Et donc ils ont perdu leur A-50 à 230 km de distance de mémoire. Le BM-21, pareil, c'est un système, un lance-roquettes multiple assez classique, sauf qu'ils ont intégré des systèmes d'intelligence artificielle pour contrer le vent, pour améliorer la précision du tir. Ils me disent que c'est la précision où on est capable de tirer dans un terrain de foot. C'est la précision toute relative, n'empêche que comparé au système MLRS classique, ça reste quand même relativement correct.
Ils ont une version encore améliorée, le Vilka M, qui est aussi un MLRS, qui est basé sur un châssis traditionnel. Il est rentré en service en 2018, il a une portée supérieure à 100 km. Et ils ont également énormément de radars. Les radars qui ont été vendus, y compris aux USA. Les États-Unis ont acheté un radar 3D ukrainien. Ils ont 4 types de radars de dernière génération qu'ils ont réussi à faire évoluer et sur lesquels ils ont des ventes au Vietnam, aux USA, etc. Et en fait, je suis toujours étonné à chaque fois que je m'y intéresse, c'est que je découvre qu'en fait, ils sont bons et ils arrivent à être concurrentiels et découvrir qu'ils vendent même des radars aux États-Unis, c'était quand même une sacrée surprise. Typiquement, le S-125 qu'ils ont fait évoluer, qui est un système, quand vous le voyez, celui-là, c'est celui que les méchants ont dans les films dans les années 70. Bon, bah, ce système-là, ils ont réussi à le vendre en 2020 à la Turquie. Tac. Ensuite, il y a des systèmes qui ont été co-développés. Donc là, c'était vraiment de l'évolution des systèmes soviétiques. Là, ils ont vraiment développé, par exemple, le Krim-2, qui est un missile sol-sol qui doit remplacer les missiles balistiques traditionnels comme le Toshka-U, qui ont une portée qui est quand même de quelques centaines de kilomètres. Et donc, à partir de 2016, là, ils ont vraiment voulu le développer en coopération avec l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont développé, ils ont avancé, ils font 2 prototypes en 2019. En 2020, ils ont besoin de 300 millions de dollars supplémentaires qu'ils n'arrivaient pas à obtenir sur le moment. En février 2021, il y a le gouvernement ukrainien qui dit: «On sent qu'il y a une montée des tensions, ils vont le financer». En fait, ce qui a été lent, ça a été le pouvoir politique et ça a été l'argent, comme dans tous les programmes d'armement. Mais là, à partir de 2021, ils le voient. En mai 2023, leur test, c'est de tirer sur les Russes. Ils n'ont pas besoin de champ d'essai là-bas. Donc ils le tirent sur les Russes, et donc en juin 2023, ils lancent la production de masse, qui doit représenter peut-être 1 ou 2 missiles par mois, mais néanmoins porter 500 km. Donc là, encore une fois, c'est les Russes qui nous ont avertis que les Ukrainiens avaient fini le développement, puisque c'est les Russes qui se sont vantés d'avoir intercepté ce système. Parce qu'apparemment, ils ont visé le pont de Crimée, qui était peut-être pas la cible la plus facile à acquérir. Dans les autres développements cofinancés, on peut parler de l'Antonov 132, que l'Arabie Saoudite s'est retirée du programme en 2019. Mais il y a également des coopérations dans lesquelles ce n'est pas l'Ukraine qui est le porteur, c'est plutôt d'autres pays comme la Turquie. Il y a une coopération très profonde avec la Turquie sur les drones, sur la motorisation des drones, sur les systèmes embarqués sur les drones, sur l'avionique de certains équipements. Et par exemple, sur le futur avion de chasse de 5e génération que les Turcs annonce pour la fin de la décennie, a priori, c'est les Ukrainiens qui sont en train de développer le moteur. Parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir des accords avec BAE, etc., qu'ils ont essayé d'obtenir par le passé ou par les Américains. Et donc, c'est les Ukrainiens qui vont développer certains composants majeurs. Ensuite, il y a une troisième catégorie, les évolutions, les systèmes cofinancés, et il y a vraiment des nouveaux équipements. Et là, on a vraiment des systèmes qui vont être dans tous les domaines. Les Cosaques, par exemple, qui sont des blindés lourds qui ont été quand même vendus au Bangladesh et à l'Indonésie. Le Bogdana, qui est un système qui est rentré seulement en service en 2022, donc ils n'ont pas eu le temps de le vendre, mais il y avait beaucoup de pays qui étaient intéressés. C'est quasi similaire au César. Il n'y a pas le boîtier GPS à l'arrière, mais c'est vraiment un système qui est très très proche en termes de portée. C'est équivalent au César. Et par exemple, c'est avec cette pièce d'artillerie qu'ils ont réussi à regagner, vous vous souvenez, la bataille de l'île des Serpents. L'île des Serpents, ils avaient réussi, alors qu'ils étaient hors de portée de toutes les artilleries traditionnelles et soviétiques, les Russes ne savent pas tirer à cette distance-là. Et donc, il n'y avait que les Césars qui pouvaient le faire, et les Bogdana. Et les Bogdana, ils en produisent 6 par mois, 6 complets. Donc, ils ont une capacité de production en plus qui est très intéressante. On peut aussi également évoquer les missiles, le Stugna P, qui est un grand succès, qui a une grande efficacité, qui a un guidage laser, et c'est un missile anti-char qui est tiré à distance, on n'est pas obligé de tirer depuis l'épaule, avec une console qui peut être déportée, c'est-à-dire que le tireur peut se mettre à l'abri, peut tirer sans se mettre lui-même en danger. Il peut gérer jusqu'à 3 missiles en même temps, et il a pour particularité d'avoir été capable d'abattre également des hélicoptères, comme quoi, d'ailleurs, il s'appelle l'alligator, vous savez, c'est le char volant, donc ça restait un char dans la doctrine ukrainienne. Également des systèmes de brouillage, puisque vous avez ce retour d'expérience à partir de 2014, vous avez le besoin de faire face au brouillage. Et ça, c'est une particularité. Nous, notre retour d'expérience, qu'on aille au Mali, qu'on aille en Afghanistan, on n'était pas confronté au brouillage. Et donc les Ukrainiens, à partir de 2014, ont été réellement les premiers à être obligés d'avoir du brouillage offensif, d'être capables de résister au brouillage adverse, mais également être capables de brouiller
les drones, par exemple, russes, qui étaient employés sur le terrain. Et donc, par exemple, le système Bukovel qu'ils ont présenté dans le défilé annuel, il a été exporté en Arabie Saoudite, au Maroc et à d'autres pays qui étaient intéressés. Mais donc, il y a d'autres pays qui les exploitent déjà. Des systèmes sur lesquels nous, on a quand même une certaine faiblesse. Si je passe sur le côté informatique, c'est un pays très, très numérisé. Quand vous y allez, c'est vraiment étonnant parce qu'on paye, enfin, tout se fait avec le téléphone portable. Ils ont des applications d'État que tout le monde possède pour valider son identité, même pour ouvrir un compte en banque, ça se fait en quelques minutes sur l'application nationale. Et donc, tout ce qui est autour du commandement. Et tout s'est fait en développement participatif. Par exemple, vous avez cette application qui s'appelle Combat Vision, qui est en fait une extension d'une application qui est utilisée pour les gens qui font du paintball. Donc les gens qui jouent du paintball, ils ont développé leur truc pour rigoler. Les Ukrainiens, parce que c'était les Ukrainiens qui l'avaient fait à la base, qui le vendaient au niveau international, les Ukrainiens en ont fait une extension sécurisée, structurée, adaptée à leurs besoins. Delta, c'est à peu près la même chose, mais ils ont fini par fusionner également différents systèmes. Cropiva, c'est la désignation des cibles dans une carte qui est déjà mémorisée, dans laquelle on peut indiquer une cible pour une pièce d'artillerie. C'est-à-dire que des gens vont développer ça parce qu'il a le cousin qui travaille sur une pièce d'artillerie, qui voit qu'il y a un manque, et il arrive à trouver un moyen, en respectant les standards de communication OTAN, pour que les différentes couches du C2 puissent communiquer les unes avec les autres. Encore mieux, ils ont connecté ensuite un système qui s'appelle GISART, qui est appelé le Uber de l'artillerie. Parce que vous avez des anciens ingénieurs de chez Uber, qui étaient ukrainiens, qui sont revenus en Ukraine. Le concept de Uber, c'est que vous appelez un taxi et il va trouver le taxi le plus adapté pour venir vous chercher, pour vous amener à un endroit. Et bien, GISART permet de définir quelle est la pièce d'artillerie la plus adaptée pour détruire la cible que vous venez d'identifier. C'est-à-dire que l'opérateur de terrain va dire « j'ai vu telle chose à tel endroit », et le système va répondre demande au 2S1 qui est à tel endroit pour tirer, selon sa précision, etc. Quand j'en parle ici aux états-majors, je leur dis, mais ça, il nous faut 5 ans et 100 millions d'euros pour faire ça. Ils me font, mais non, nous, il nous faut 10 ans et 1 milliard d'euros. Tac. Donc, c'est juste des illustrations supplémentaires. Et ils ont aussi accepté une dégradation de leurs exigences de souveraineté. Par exemple, ça, c'est une photo qui a été prise dans un quartier général. Les utilisateurs de Discord, donc c'est une sorte de réseau social, ils bossent avec Discord. Ils utilisent Discord, qui est une sorte de forum ouvert, mais une plateforme sécurisée, mais sécurisée suffisamment pour eux. Ils n'ont pas cherché à recréer des réseaux sécurisés de zéro. Ils ont réutilisé ce qui existait sur le marché, produit évidemment pas par les Russes. Ils ne vont pas trop utiliser Telegram, ils vont plutôt utiliser les systèmes américains ou européens. Un autre exemple, alors ça, c'est simplement une observation dans un quartier général. Ce que vous voyez en bas, c'est du Google Meet. La retransmission en temps réel dans les quartiers généraux des drones qui sont en train de voler. Donc on est au niveau au moins régiment. Et ben, c'est simplement du Google Meet. Mais s'ils ne font pas ça, ils n'ont pas. Donc de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il y a un concept qui me tient à cœur également. Je vous ai parlé de l'open source intelligence tout à l'heure. Eux, ils ont été plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'avoir une collecte massive des données qui sont disponibles sur Internet, c'est qu'ils font appel également à l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'ils vont demander à la population de participer à l'effort. Typiquement, je vous ai parlé tout à l'heure de cette application nationale dans laquelle quasi toute la population avait l'application pour son identité, pour les contrôles, pour payer ses amendes, etc. Ils en ont fait une extension. Il y avait genre 20 millions de personnes qui l'avaient déjà. Ils en ont fait une extension en quelques jours pour que chaque citoyen qui voit des Russes qui sont cachés dans le jardin derrière, qui puisse désigner quel type d'unité est là et qui est là, et renvoyer des photos, etc. Et ça a été une des clés de la victoire de la bataille du Nord. Pourquoi est-ce que les Russes n'ont pas réussi à prendre Hostomel en 3 jours au début? C'est parce que très rapidement, les Ukrainiens avaient mis en place ce système et qu'ils avaient une capacité à faire remonter l'information d'une manière ultra structurée, qui s'inscrivait dans les C2 qu'on a présentés juste avant. Un autre exemple, les missiles. Votre téléphone, il y a le GPS. Avec le compas, quand vous voyez un missile dans le ciel, vous lancez l'application et vous le désignez comme ça. À force de trianguler les différentes personnes qui vont participer,
Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres. Il y a 400 000 personnes qui utilisent l'application. Il y a 900, à cette époque-là, il y avait 900 000 personnes qui avaient fait des désignations. Et le fait de désigner les cibles, ça faisait augmenter à 85% le taux d'interception des missiles et des drones russes. Mais est-ce que, enfin, je veux dire, c'est tellement rapide, tellement efficace, et c'est vous et moi. C'est pas l'État qui va passer commande. C'est des gens qui se débrouillent entre eux, c'est des développeurs informatiques qui vont travailler la nuit et le week-end pour développer ça. Et c'est ça qui fait qu'ils arrivent à le faire en quelques semaines, c'est que c'est des hackathons, ils développent, ils font ça tout seuls. Et puis évidemment, après, une fois que ça fonctionne, l'État le fait monter à son compte. Un autre exemple, c'est la détection, la capacité à identifier les missiles qui vont arriver, les missiles de croisière, les missiles balistiques et les drones, avec une reconnaissance du type de vecteur qui est en train de foncer sur nous. Simplement par la coordination des micros de téléphone portable. Donc au début, ils avaient demandé à 9000 personnes d'allumer leur téléphone portable. Ils avaient réussi par intelligence, etc., que les signatures acoustiques permettent de connaître la classification, qu'est-ce que c'est, et puissent déterminer quelle est la trajectoire. Donc, vu que ça marchait bien, ils sont plus contentés de mettre des téléphones portables. Maintenant, il y a des sortes de micros fixes qui sont en train d'être déployés sur tout le territoire. Donc, ça a une grande efficacité. Et l'étape suivante, c'est une autre équipe qui travaille sur ça, c'est d'être capable de faire de la triangulation de tir de pièces d'artillerie. Puisque là, on parle de missiles qui arrivent. Mais si vous mettez des micros sur le front et que chacun y voit le temps, par rapport au temps d'arrivée du son, l'explosion, les bruits, etc., ils pourront avoir une précision, un peu comme on a aujourd'hui les radars de contre-batterie. Et ben, les Ukrainiens sont en train de développer des détecteurs sonores de positionnement des batteries d'artillerie russes. Un dernier petit exemple que je trouvais intéressant, c'était Limpide Armor, parce qu'ils avaient été sélectionnés en 2017, si je ne dis pas de bêtises, dans un concept d'innovation de l'OTAN. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez 4 petits capteurs, 4 petites caméras sur le toit de votre blindé, et votre pilote de char, qui d'habitude voit par des toutes petites fenêtres, vous lui mettez des lunettes de réalité augmentée de jeu à 500 francs, 500 euros, et en fait, il va pouvoir regarder par transparence à travers son blindé. Il n'y a que les Israéliens qui travaillent à un truc comme ça, mais sauf que c'est avec les casques qui coûtent 500 000 euros. Donc eux, pour 500 euros, ils avaient un concept qui permettait de voir au travers de son char, juste en mettant 3 caméras fisheye sur le toit. Je trouve ça assez génial. Et dans un deuxième temps, ils ont rajouté une capacité de ce système à identifier les cibles autour de nous. Par exemple, là, ils sont sûrs à 70% que c'est un IFV, un Infantry Fighting Vehicle, etc. Le soldat à pied. Donc, ils avaient en plus une surbrillance sur les choses qu'ils devaient détecter autour d'eux. Et je vous le fais très rapidement, parce que j'ai pas d'illustration pour parler de l'IA, mais dans les centres de commandement, quand ils envoient un drone faire du survol sur le territoire russe, ils vont avoir une capacité à insérer, à récupérer la vidéo, si un drone a volé pendant 2 ou 3 heures. Ça a été développé par Microsoft. Donc là, c'est pas juste les Ukrainiens, mais les Ukrainiens utilisent également ce qu'on peut leur proposer. Et par exemple, Microsoft va analyser la vidéo et va dire au bout de 4 minutes 22, je vois 3 chars, au bout de 6 minutes 12, je vois un attroupement de personnes, etc. Et donc, ça évite d'avoir des opérateurs qui vont passer des heures et des heures à regarder les vidéos de la journée. Ça accélère énormément. Et donc, c'est de l'IA extractive, on extrait d'informations, et de l'IA générative parce que c'est du texte qui leur est fourni. C'est-à-dire qu'ils ont directement du texte qui leur explique quel est le contenu de la vidéo qu'ils ont vue. Et maintenant, on passe au drone, parce que c'est ce qui est le plus rigolo. Alors, ce qui m'étonne toujours aussi, c'est qu'on est étonné par la capacité ukrainienne à être innovant dans les drones. Donc moi, je veux juste revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on voyait à partir de 2016-2017 en Syrie par l'État islamique. Parce qu'à l'époque, je travaillais à la direction de la sécurité civile, il y avait eu des survols de centrales nucléaires, et du coup, j'avais fait une étude spécifique sur ce que faisait l'État islamique de leur côté. Donc typiquement, mettre des grenades de 40 mm avec des embouts de badminton pour faire du bombardement, avec des petits tubes de plastique qu'on tirait de chez Leroy Merlin. Faire de l'impression 3D. Donc ça veut dire qu'on commençait à avoir une industrie djihadiste qui était un petit peu plus structurée déjà à cette époque-là. C'était avoir des corps qui étaient soit imprimés en 3D, soit directement moulés,
et puis avec des grenades à fragmentation. Ça, c'était des choses qui étaient quelque chose qui était fréquent en 2017. C'était de prendre les tubes, comment ça s'appelle pour étanchéifier la cuisine? De, bref, Vitre. voilà, merci. Et ça faisait des largages avec des bêtes drones fantômes de DJI, les tubes de mastic, voilà. Et vous aviez comme ça tout un tas de systèmes lourds avec des têtes de RPG, des têtes de mortier, avec des systèmes de lance-missiles. Alors le drone, il était quasi systématiquement détruit quand le tir avait lieu parce que le recul quand même était quand même costaud, mais néanmoins il y avait des résultats. À tel point que en 2018, vous avez la base de l'Attaqué sur laquelle les Russes ont perdu des avions, des bombardiers stratégiques, le Sukhoi 24 qui a été détruit sur la base parce qu'ils ont été attaqués par ces bêtes trucs. Donc, en réalité, moi, quand j'ai vu les Ukrainiens le faire, les Ukrainiens, ils l'ont juste structuré. Mais ces attaques-là, low cost de la population qui peut se débrouiller par elle-même, c'était quelque chose qui était prévisible. Quand la population cherche à se battre, en fait, elle allait appliquer ces mêmes méthodes assez facilement. Donc c'est pour ça que les Ukrainiens, ils ont deux choses. Ils ont à la fois leur industrie qui s'est structurée à partir de 2014, mais en 2022, ils ont aussi eu ce réflexe de faire tout ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord. Voilà, typiquement des petites bombinettes avec des petits moteurs que vous achetez à 100 euros en Chine. Voilà, sans aller dans le détail. Et en 2018, ce qui était assez étonnant à l'époque, là c'est des images que j'avais filmées sur l'écran au Bourget. Donc, je suis sorti mes archives. Et donc, quand on voit les drones kamikazes ukrainiens maintenant qui nous épatent, bah ça, Israël voulait vendre ce système-là qui coûtait quelques milliers d'euros. Il ne m'a pas donné le tarif à l'époque, avec des drones kamikazes, exactement les drones FPV qui ont l'air d'étonner aujourd'hui. Mais en fait, en 2018, Israël voulait vendre ça. Israël est très fort évidemment dans les drones, mais le Rotem 1200. Donc ça, c'était un système qui était déjà proposé à la vente et ce n'était pas réellement une surprise non plus que la population arrive à se structurer pour proposer ce type de choses. Donc les Ukrainiens, à partir de 2014, ils sont partis sur toutes les typologies de drones dont ils pouvaient avoir besoin. Donc typiquement, vous avez des drones comme le Punisher, que vous avez en haut à gauche, qui est à la fois un drone d'observation sur lequel ils ont développé des modèles balistiques pour être capables de balancer des bombes en fonction du vent, etc. Il y a des calculateurs qui disent ton point de largage est à tel endroit et ils ont des précisions métriques grâce à ça. Et donc ça permet d'être tapé sur des véhicules par exemple. Le drone comme le PD1 ou le PD2 qui sont des drones d'observation à longue distance, mais qui peuvent être utilisés également pour être transformés en drones kamikazes, pour se transformer en missiles. Donc là on parle de plusieurs centaines de kilomètres de portée. Le ST-35 au milieu, c'est des drones suicides, les premiers drones suicides opérationnels, mais là on parle des systèmes évidemment qui sont industrialisés. Les petits skiffs pour l'observation, le UJ-22 qu'on a vu assez récemment jusqu'à proximité de Moscou, donc c'est des systèmes en plus comme ils sont en fibre de carbone, en bois, etc., en plastique, bah, ils sont assez difficiles à être détectés par les radars, et donc ils passent assez facilement les systèmes de défense aérien, y compris les plus onéreux que la Russie peut posséder. Petit focus sur le Lelek A100. Alors, un système comme ça, vous savez, c'est un système électrique. Les systèmes thermiques que nous, on exige, en général, on veut des systèmes thermiques, ce qui permet de tenir 18 heures, 20 heures de vol. Mais par contre, comme c'est thermique, c'est plus chaud et plus bruyant, donc on est obligé de les faire voler à 3000 mètres d'altitude. Tandis qu'un système électrique, certes, il vole que 2, 3, 4 heures, mais par contre, comme il est moins bruyant et moins détectable, ils peuvent voler à seulement 1000 mètres. Quand vous volez à 1000 mètres, vous pouvez avoir des capteurs qui sont moins puissants et donc moins chers. Donc le fait d'être électrique fait économiser énormément d'argent et augmente l'efficacité de vos systèmes. Et en plus, dans un pays qui a des nuages, voler à 3000 mètres, bah forcément, la moitié du temps, vous voyez rien. Tandis qu'à 1000 mètres, vous augmentez beaucoup la visibilité. Et donc, par l'usage, ils se sont rendus compte que développer des moteurs, des drones thermiques était une mauvaise habitude. Mais si vous regardez ce qui est proposé par l'immense majorité des firmes occidentales et qu'on a essayé de leur vendre au début de la guerre, on fait non, mais en fait, c'est pas adapté. C'est pas ça dont on a besoin. Donc, des systèmes électriques qui vont aller à 40 km de distance, qui vont peser 8 kg, qui vont être résistants à la guerre électronique, ce qui n'était pas le cas des systèmes qu'on essaie de leur vendre encore une fois. Et leur grand étonnement quand on est arrivé en 2022, c'est qu'on a voulu leur fournir des systèmes. Et donc, j'ai été avec Army of Drones sur les champs d'expérimentation. Je leur ai demandé leur retour d'expérience. Et quand les Occidentaux sont venus vous apporter leur système, c'était la fête pour vous.
Je fais, mais non, ils étaient nuls. Ils n'étaient pas du tout au niveau. Ils n'arrêtaient pas de tomber, ils n'étaient pas capables de voler sans GPS. Et puis quand on leur demandait, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait votre drone quand il n'a pas de GPS? Alors la plupart du temps, bah, il se pose à la verticale. C'est-à-dire qu'on donne notre drone à l'ennemi. Et ce n'était pas du tout adapté. Et donc, il y a eu besoin de faire monter en pertinence et en efficacité les fabricants occidentaux qui, en réalité, avaient beaucoup de mal parce qu'ils n'étaient pas adaptés à ce type de terrain. Mais les Ukrainiens, eux, ça faisait déjà 8 ans qu'ils étaient dans cette guerre face aux Russes. Et donc, un système comme ça, qui comprend deux stations, deux drones et la station sol, c'est vendu 48 000 $. Caméra infrarouge, et les stations, c'est pour aller quand même plus loin, c'est pas juste une télécommande à la main. Et la totale du prix du développement de ce système, c'était 1,2 million de dollars. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait 1 million de personnes dans la BITD, que c'était descendu à 250 000. Ben, ça veut dire que vous avez 750 000 personnes qui ont des compétences et qui étaient devenues chauffeurs routiers ou d'autres choses. Et puis quand la guerre a commencé, vous aviez un vivier de 750 000 personnes. Une partie était retraitée, il faut être clair, mais qui sont revenus pour filer un coup de main. Et ça, c'était que pour la guerre de 2014. Ça s'est encore accéléré en 2022. Donc, pour regarder un petit peu maintenant les concepts d'innovation, comment est-ce qu'ils ont réussi à tellement accélérer? D'abord, pour être capable de faire face, il y a eu un besoin d'acheter massivement tout ce qui était disponible, sans exception, à commencer par les drones grand public, sur lesquels il n'y avait aucune restriction. Parce que nous, pour faire de l'export, il y a toute la paperasse qui devait passer par là. Il y a la France, si on voulait donner des systèmes qui sont utilisés par l'armée française aussi, bah, il fallait combien de mois avant de pouvoir fournir des systèmes? Donc c'était très compliqué. Et donc massivement, ils ont été achetés ce qui était disponible, aussi parce que dès le début de la guerre, si vous regardez la bataille de Brovary, vous savez quand Kiev était presque encerclé, les Russes avaient réussi à avancer du côté d'Ostomel, ils avaient fait une deuxième colonne de chars qui arrivait par l'autre côté, une colonne de chars qui arrive sur Brovary, et il y a un gamin, 14 ans, il sort son drone, il va voir où sont les Russes, et il va aider les artilleurs qui n'avaient rien, aucune information. Et c'est grâce à un gamin de 14 ans que la bataille de Brovary, les Russes ont fait demi-tour. Et donc, ce qui a permis ensuite aux Ukrainiens de se positionner au bon endroit pour quand ils ont voulu revenir. L'encerclement de Kiev n'a pas été un succès grâce à un gamin de 14 ans qui a donné des informations aux artilleurs qui étaient à côté de sa maison. Et donc, forcément, ça donne envie d'en avoir plus, et ils ont massivement investi. Mais ça, c'est la population. C'est l'opérateur, c'est le pauvre artilleur, c'est le pauvre combattant qui va acheter son drone avec de l'argent qui aura été collecté par sa famille. Et ça, c'est un facteur fondamental qui fait forcément baisser les coûts. On ne peut pas se permettre de faire des drones à 10 000 $. Ce sera forcément des drones à 1500, 1200. C'est vraiment des prix qui sont tout à fait abordables. Donc typiquement, une fois qu'ils ont commencé à avoir ces drones, ils ont commencé à développer ce que vous voyez en jaune ici. Ça, c'est fait en impression 3D. C'est-à-dire qu'en imprimante 3D, ils ont commencé à développer les systèmes qui étaient nécessaires pour, par exemple, faire le largage. Parce que ces drones n'étaient pas adaptés au largage, mais donc ils les ont transformés progressivement. Typiquement, c'est une photo que m'ont envoyé les combattants la semaine dernière. Vous voyez ce système-là maintenant. Vous savez qu'ils utilisent beaucoup de drones kamikazes. Et donc, sur ces drones civils, ils ont rajouté une antenne qui fait répétiteur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une portée qui va être limitée à 8 km, eh ben, vous allez peut-être aller à 12-14 km. Maintenant, c'est la batterie qui est le facteur limitant. Mais le deuxième élément, c'est que quand vous pilotez votre drone, si vous passez derrière une colline, vous captez plus rien. Mais si vous avez un répétiteur qui est 1000 mètres au-dessus de vous, bah finalement, ou 3000 mètres devant vous, bah vous allez être capable d'aller jusqu'à l'impact. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs dans les coups au but, dans les FPV, parce que dans les 5, 10, 20 derniers mètres, en fait, vous n'avez plus le visuel. Et donc, votre drone continue sur sa trajectoire en ligne droite. Mais si vous êtes face à un char qui bouge, etc., parfois, ou qu'il y a un coup de vent, parfois, c'est pas efficace. Donc, ces drones civils, faciles à utiliser, ils les ont adaptés pour faire du largage, du bombardement, de l'observation, du damage control et du relais de communication. Deux petits exemples. Celui de gauche, c'est ce qui s'est passé avant-hier. Donc, on est sur des drones civils ou alors des ULM qui ont été dronisés pour être transformés. Donc là, à droite, par exemple, c'est un Mujin 5. Ce Mujin 5 va toucher à plusieurs centaines de kilomètres de distance derrière les lignes ennemies, derrière les lignes russes. Ils vont aller toucher une raffinerie. Le Mujin 5,
Le Mujin 5, c'est un drone que vous pouvez acheter tout de suite. Vous allez sur Alibaba, il coûte 10 000 $. C'est un drone qui a été utilisé massivement par les trafiquants de drogue entre le Maroc et l'Europe, qui peut transporter une charge utile de 25 kilos, qui peut voler pendant quasiment 6-8 heures, assez lentement, hein, vous le voyez, à peine 100 km/h, et qui peut éventuellement se poser à la verticale dans votre jardin pour être sûr de délivrer la drogue au bon endroit. Ça coûte 10 000 $, vous pouvez aller tout de suite le chercher, le Mujin 5. Eh ben, ils les ont achetés, ils ont utilisé, et les meilleurs systèmes de défense aérien russes, le S-400, n'étaient pas capables de l'intercepter. C'est également ce drone à 5 000 $ qui a tapé le siège de la flotte de la mer Noire. Et typiquement, celui-là, donc ça date d'il y a 3 jours, ça, c'est un ULM. C'est un ULM qui a été dronisé par les Ukrainiens, qui a été capable de faire 1200 km sur le territoire russe, qui s'est écrasé au Tatarstan, sur l'usine de drones kamikaze Shahid qu'ils ont produit là-bas, au Tatarstan. Donc ça, c'est aussi cette volonté d'avoir toute la gamme d'adaptations possibles à partir de ce qu'on peut acheter dans le grand public, dans le commerce. Le deuxième, le deuxième concept, je pense, qui les a beaucoup aidés, c'est les initiatives individuelles qui ont fini par se structurer et qui ne venaient pas forcément d'industriels. Ça, le drone que j'ai dans les mains, là, il s'appelle le R18. C'est un drone R18 parce qu'il fait 1,80 m d'envergure. Il y a le R32 qui fait 3,20 m d'envergure. C'est une unité qui s'appelle Aero Rosvitka, qui sont en fait des geeks qui, quand la guerre a commencé en 2014, se sont dit, mais en fait, on se bat toujours comme à l'époque soviétique. Pourtant, nous, on est des passionnés d'aéromodélisme. Allons soutenir nos combattants. Et donc, ils ont été, à partir de 2014, développer des drones de plus en plus performants. Et pendant 4-5 ans, ils ont développé ce drone de plus en plus proche des besoins des opérationnels, parce qu'eux-mêmes accompagnaient les militaires. Ils étaient civils. Ils étaient civils et ils allaient participer à la guerre en tant que civils. Ils n'étaient pas intégrés à l'armée, ils n'étaient pas intégrés à la DGA locale ou à l'Agence d'innovation de défense. C'était des civils qui venaient aider leurs potes qui avaient été volontaires. Et donc ce drone, pour vous donner un ordre d'idée, donc je vais vous donner les tarifs sur le modèle qui fait 3,20 m. 3,20 m, capacité d'emport 5 grenades anti-char. Le système de largage, ils ont juste regardé les F-16, les avions de chasse F-16, comment fonctionne le système de largage des avions de chasse F-16. Ils ont fait la même chose pour leur drone. Donc ils ont vraiment regardé sur des photos du F-16 pour le modéliser, pour faire la même chose. Évasion de fréquence, compression d'impulsion, caméra thermique, navigation en déni de GPS, donc 3,20 m d'envergure, 20 000 €. C'est le prix qu'on espère atteindre pour une munition téléopérée française quand elles seront disponibles. Pour eux, ils nous font un système lourd, ultra opérationnel, et déjà battle-proven et tout ce qu'on peut espérer derrière. Et ce concept fait que derrière, ils ont créé une société. J'ai été visiter leurs usines. Et maintenant, ils étendent aussi leurs capacités dans le terrestre et dans le naval. Une société qui s'appelle ISR Défense. La grande force, encore une fois, c'est la boucle, c'est la vitesse à laquelle il peut avoir du retour d'expérience. C'est instantané. Ils testent un nouveau système, ils reviennent la semaine suivante avec une nouvelle version du logiciel ou une petite amélioration. Cette rapidité, c'est évidemment parce qu'ils n'ont pas le choix, que c'est la guerre et qu'ils ne passent pas du temps à attendre des autorisations, c'est qu'ils peuvent le tester directement. Et quelque chose qui est assez marquant également, par exemple, je me souviens, on était juste à côté de Kramatorsk. Donc Kramatorsk, Chassiviar et Bakhmout qui est juste derrière. Et on allait avec les combattants dans cette zone-là, et on va à la station-service, et sur le torse d'un des gars qui avait acheté un sandwich, il avait une sorte, on voit que c'était un boîtier électronique. Et le combattant français, qui est spécialiste des drones, voit ce truc-là, il reconnaît que c'est un analyseur de spectre. Il fait, mais attends, c'est quel modèle? Comment tu l'as fait? Ben, on l'a fait dans le garage de mon cousin de telle et telle manière. Et regarde, il y a deux détecteurs des antennes qui sont amovibles, ce qui me permet en plus de valider la direction. C'est-à-dire que quand il y a un drone russe qui arrive, non seulement j'ai la fréquence du drone russe qui me dit il y a un drone qui arrive, mais en plus, grâce à ces antennes, je peux savoir d'où est-ce qu'il vient. Je peux capter la trajectoire, d'où est-ce que ça va arriver, donc comment me cacher pour éviter qu'il puisse me larguer quelque chose dessus, etc. Et donc cette horizontalité, ça aussi c'est un vrai accélérateur. Il n'y a pas systématiquement un retour d'expérience qui va monter très très haut, mais à force qu'il y ait plein de gens qui
développent le même concept, pas simplement technologique, mais dans l'usage qu'ils vont en faire, eh ben, ça va se répandre. Quelle réaction adopter face à un drone kamikaze qui vous fonce dessus? Est-ce qu'il faut s'enfuir? Est-ce qu'il faut se cacher? Est-ce qu'il faut courir vers le drone kamikaze? Bah, le plus efficace, c'est de courir vers le drone kamikaze, parce que descendre est plus compliqué que de vous suivre. Bah, ça, c'est pas intuitif. Et c'était le contraire qu'on leur apprenait dans les premières phases de la guerre, par exemple. Et cette horizontalité, bah, finalement, c'est structuré dans des écoles de drones, mais les écoles de drones, elles sont créées par des aéromodélistes volontaires, parfois, par des écoles, par des universités. Et l'intégration des universitaires, des retraités, qui vont bosser, qui vont donner leur temps, qui vont aller le soir dans les usines ou alors directement pour enseigner, ça, c'est vraiment une des clés de la réussite de la montée en innovation et en montée en production de masse chez les Ukrainiens. Et typiquement, celui que vous voyez en bas à gauche ici s'appelle le Beaver ou le Bobber. C'est un drone qui a été développé par la population, financé par la population parce qu'ils en avaient marre de se prendre des missiles sur la tronche. Donc quand vous allez dans une station-service, vous pouvez arrondir à l'euro supérieur pour participer à ce développement collaboratif de ce drone, qui a été fait 100% par des civils, par des universitaires, pour se venger des Russes qui bombardaient leur maison. Et vous vous souvenez la première fois que Moscou a été attaqué? Quand il y a un drone qui a explosé vertical du Kremlin. C'était ce drone-là. Sauf que comme c'était fait par les civils, ils n'avaient pas des explosifs de qualité militaire. Et c'est pour ça que le souffle était ridicule et que même les gars qui étaient sur le toit, ça n'a rien fait. Mais si, à partir du moment où c'était passé, à partir du moment où ils avaient prouvé leur efficacité, c'est là que les militaires ont fait, en fait, c'est pas mal votre truc. Si vous voulez bien nous enfiler, on va développer ça. Et ils l'ont amélioré. Et dans les versions suivantes, ils étaient capables de viser un étage spécifique. Par exemple, ils avaient visé l'étage qui correspondait au service d'influence russe, de propagande russe. Dans un immeuble, ils avaient touché juste le 6e étage parce qu'ils allaient continuer à l'améliorer. Et donc, on est sur des systèmes qui sont 100% civils, financés par les civils, juste pour se venger. Et puis après, quand ça passe à la télé et qu'on tape sur les Russes, bah, du coup, ils ont encore plus d'argent pour faire d'autres systèmes encore plus efficaces derrière. Celui que j'ai dans la main au-dessus, lui, c'est Sky Assist qui a développé ça. Et il y en a une centaine. Il y a une centaine de types de drones différents qui sont en production sur le territoire ukrainien. Celui-là, c'était quand il y avait la ville de Kharkiv qui était quasiment encerclée. Il y avait du soutien qui arrivait humanitaire de la ville de Lviv. Et ils se rendaient bien compte que leurs camions étaient visés par les Russes, par l'artillerie, etc. Et le responsable de cette organisation logistique, c'est un ancien je crois qu'il travaille chez Antonov, donc un ancien ingénieur aéronautique. Et il dit, c'est pas possible, il faut qu'on développe un système pour surveiller s'il n'y a pas de Russes qui vont nous faire une embuscade. Et donc au début, ce drone a été développé juste pour pouvoir assurer la sécurité des convois. Les militaires l'ont vu, on fait, ah c'est pas mal, donne-nous, et puis ils l'ont développé. Et aujourd'hui, ce système, il résiste à la guerre électronique russe, donc c'est juste du polystyrène. Hein. Polystyrène, le logiciel source ouverte. Ils sont en train de développer une version avec bombardement. Derrière moi, vous voyez l'antenne. Donc, une antenne plus 2 systèmes complets d'observation qui est capable de faire des rotations autour d'une zone qu'on lui aura définie pour observer pendant 3 heures s'il le faut. C'est 6 000 $. Et donc ça, bah, les Français m'ont demandé s'ils pouvaient en acheter, donc on a eu le financement. C'est pour ça que je vais dans ces endroits. Mais le schéma général systématique, c'est que les gars qui vont l'utiliser vont faire un retour d'expérience et une semaine après, ils ont une amélioration. Donc évidemment, pour 6 000 $, vous ne faites pas la même chose qu'avec 10 000 ou avec 20 000, mais néanmoins, il y a du retour qui fait qu'il s'améliore petit à petit. Et en bas, bon, je ne vais pas vous détailler les FPV, mais évidemment, les FPV sont un vecteur très important d'accélération. Celui-là, ce qui est intéressant dans ce modèle, il s'appelle le Karma, porte bien son nom, c'est qu'il a été développé également pour être low cost. C'est-à-dire que là, on est sur un modèle qui va aller à 50 km de distance, mais qui est modulaire. C'est-à-dire que vous allez vouloir voler de nuit ou de jour, et ben vous allez mettre la caméra de jour ou de nuit pour économiser 400 €. Et puis vous voyez qu'il n'y a pas de brouillage en face, donc vous allez mettre qu'une seule antenne au lieu de 2 qui sont croisées à la verticale. Donc ce modèle, il y a des versions qui vont être entre 6 000 et 12 000 $, simplement parce que la modularité vous permet de plugger le système super facilement en fonction du besoin réel que vous avez tout de suite. Une petite
Bon. Ce qui est intéressant, c'est, oui, on part. Attendez, je reviens en arrière. Regardez le carré blanc qui s'est mis autour de la cible. On est sur un drone kamikaze à 500 euros. Ce drone kamikaze à 500 euros, il va intercepter la cible. Quand on s'en rapproche, on va perdre la communication. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de visuel. Le pilote ne peut plus piloter, on est dans le noir. Mais en fait, à partir du moment où il avait désigné sa cible, le drone a une capacité à aller tout seul jusqu'à l'impact. Et c'est ça qu'on voit avec la deuxième caméra. Voilà. Le drone a touché. C'est-à-dire que même sur des drones qui vont coûter moins de 500, 600 euros, les Ukrainiens et les Russes également ont réussi à intégrer maintenant des systèmes, des autodirecteurs qui reposent sur le visuel. Ce que vous avez ici en haut, donc là c'est un visuel de ce drone-là, c'est l'université à côté qui a développé un système pour voir les contrastes sur le sol. Donc s'il y a un char, un véhicule, surtout dans la neige, ça marche super bien. Quand il est en hauteur, on voit la cible, on clique dessus, on touche plus à rien. Donc même si on passe derrière une colline qu'on peut plus le piloter, le système va jusqu'à l'impact. C'est pas juste du matériel simple, le logiciel qui va avec est ultra performant. Et donc ils ont des systèmes avec un petit calculateur à bord qui coûte rien. Un petit point sur la production. Donc, je vous en ai parlé à l'instant sur les modèles pour collecter de l'argent facilement, donc dans les universités, dans les fast-food, etc. Mais également la mise en œuvre de tout le potentiel, tout l'outil industriel potentiel. C'est pas juste la BITD, c'est tous les gens qui possèdent des imprimantes 3D. Et typiquement, sur place, il y a beaucoup d'usines qui m'ont demandé de leur ramener à la fois des CNC qui permettent de graver graver des circuits imprimés et des imprimantes 3D. Et avec ça, ils vont quasiment créer la totalité des drones dont ils ont besoin. Alors parfois, ça va être des fibres de carbone qui vont graver, etc. Mais ça permet de produire les munitions à 20 km du front. À Sloviansk, j'ai visité des usines, j'ai amené des imprimantes 3D à Sloviansk, on est à 20 km des Russes. Ils produisent directement sur place. Et alors le flux, ça débite. On produit des dizaines par jour. Ils produisaient à la fin de l'année dernière 80 000 drones par mois. 80 000 drones par mois. Ils disent avoir produit 1 million de drones, drones kamikazes et drones classiques l'année dernière. Donc les drones à 20 000 euros, évidemment, ils essaient de s'en servir le plus longtemps possible. Mais les drones kamikazes à 450 euros, ça part très très rapidement. Et ce qui fait baisser les prix, encore une fois, c'est que la grosse majorité de ces équipements sont financés d'une manière participative. Vous voulez payer 100 euros pour avoir votre nom qui est marqué sur une bombe? Vous avez plein de sites sur Internet. Comme ça, vous aurez ceci est envoyé par Poutine, c'est pour toi. Voilà. Et donc l'adaptation de ces différents drones pour avoir des systèmes plus ou moins lourds, pareil, très modulaires. Ah bah attendez. Ça, c'est un petit boîtier qu'on m'a remis la semaine dernière pour que je le ramène au Battle Lab Terre. Donc ils sont pas là ce soir, mais je le ramènerai bientôt. Il y a des problèmes également, par exemple, sur le minage. Enfin, vous savez que tout ça, comme c'est fait d'une manière relativement artisanale, il y a des explosions involontaires et donc il y a un certain nombre de blessés. Par exemple, j'ai un Tchétchène qui a été blessé il n'y a pas très longtemps parce que la grenade est tombée au mauvais moment. Et donc, pour les systèmes de mines, ils veulent travailler aussi sur leur propre protection. Et donc, ils ont développé ces petits boîtiers qui sont des boîtiers électroniques. Vous branchez la mine d'un côté, vous branchez l'électricité de l'autre. Et ça, c'est un timer. C'est-à-dire que la mine ne va être activée qu'à partir du moment où ce détecteur ne va plus sentir de mouvement pendant 10 minutes. C'est-à-dire qu'on pose la mine, le drone s'en va, et la mine ne sera active que 10 minutes plus tard. Ça évite évidemment que si ça tombe sur l'opérateur, ça explose. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comme ils ne veulent pas que leur pays soit miné, eh ben, il y a un explosif qui va se déclencher, là c'est 14 jours. Au bout de 14 jours, cette mine, si aucun char n'a roulé dessus, elle va exploser toute seule. Ça permet de ne pas miner les zones qui vont un jour reconquérir. Donc ils pensent, même avec des mines soviétiques, ils arrivent à intégrer de l'intelligence qui coûterait normalement beaucoup plus cher s'ils devaient les développer. Et donc, pour tout ce qui est autour de l'innovation par la contrainte, déjà parce qu'ils n'ont pas réellement le choix, on leur fournit des systèmes
dont on réduit l'efficacité. Nos missiles Scalp, eh ben, on réduit l'efficacité à moins de 300 km pour respecter les traités internationaux de non-prolifération. Alors que les Russes, évidemment, ils réduisent pas la portée des missiles nord-coréens ou iraniens qu'ils reçoivent. Mais nous, on respecte nos règles. Du coup, les Ukrainiens sont obligés de compenser à la fois le fait qu'on réduise l'efficacité de nos armes, mais également la crainte de ne plus pouvoir avoir accès à un certain nombre de services. Et donc, sur place, on teste à peu près tout ce qui est testable. Par exemple, les Chinois ont commencé à vouloir arrêter de vendre des drones aux Ukrainiens pour favoriser les Russes. Dans la pratique, ça n'a pas eu de conséquences. Sur le terrain, ils continuent à pouvoir acheter des pièces détachées. Et par exemple, il y a un moment où il manquait de batteries. Les batteries, c'est vraiment un élément qui manquait beaucoup. Et donc, ils avaient commencé à faire de la collecte des cigarettes électroniques. Et les cigarettes électroniques jetables, il y a des batteries. Et donc, plutôt que d'acheter des batteries qui coûtaient 50 euros, ils prenaient des accumulateurs qu'ils arrivaient à recharger et que c'était à usage unique. Donc, ils pouvaient utiliser des batteries de cette manière-là. Et dans tous les supermarchés, vous aviez recyclé ici vos cigarettes électroniques pour récupérer les batteries. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la disparition des exigences de souveraineté avec, par exemple, l'utilisation de Google Meet. Et quand on regarde le Sea Baby, qui est le fameux drone naval qui a décimé la flotte de la mer Noire avec les missiles Scalp, qu'est-ce que vous voyez sur le dessus? Vous voyez une antenne Starlink, mais qui est même pas cachée. L'antenne Starlink est sur le toit en plein milieu, là. Elle est là. Donc c'est une antenne Starlink à 400 euros qui permet de piloter ce drone par Internet, grâce à Elon Musk. Sauf que le problème, c'est le jour où Elon Musk il a vu plusieurs dizaines de ces drones partir en même temps vers Sébastopol, il a désactivé Starlink sur la zone. Et Elon Musk le dit lui-même, j'ai évité un Pearl Harbor russe. C'est lui qui le dit, c'est les mots qu'il utilise. Donc faut évidemment, et c'est depuis cette époque que ce n'est plus Elon Musk à la main, mais c'est le gouvernement américain. C'est les services américains qui activent ou qui désactivent Starlink dans différentes zones. Et ça, donc c'est la première version. Les versions suivantes étaient beaucoup plus élaborées et plus bas sur l'eau pour être plus difficile à intercepter et à détecter aussi. Et donc, la difficulté, évidemment, c'est quand il y a des backdoors, c'est-à-dire quand il y a une capacité de pirater ces systèmes, ou quand il y a un risque de perte de souveraineté, parce que Starlink, on ne sait jamais ce que ça vaut. Mais par exemple, pour les backdoors, ils avaient commencé à développer des puces, c'est-à-dire qu'ils ouvraient les drones chinois, ils retiraient une puce et ils mettaient une puce qui faisait que le drone avait toujours apparaissait au Canada. Parce qu'au Canada, du coup, il n'y avait pas de restriction par la Chine, au Canada, les fréquences, les drones sont plus puissants, c'est-à-dire que leur émission est plus intense, plus puissante. Et puis, ça permettait évidemment de pas savoir, de laisser les Chinois savoir où est-ce qu'on s'en servait. Donc, ils avaient d'abord ces puces, et dans un deuxième temps, ils ont développé des systèmes pour pirater, pour être capables de mettre un nouveau logiciel de fonctionnement. Ensuite, cette innovation par la contrainte, elle se fait aussi avec l'acceptation d'avoir des niveaux plus faibles de sécurité. Par exemple, on n'a pas besoin d'avoir un retour vidéo qui va être chiffré. Quand on envoie un drone kamikaze, le chiffrement, ça permet d'éviter de se faire intercepter par l'ennemi. Mais si j'ai, donc en gros si c'est numérique, ça va être pas interceptable, mais c'est du jetable. Donc autant pas investir dans quelque chose qui coûte cher. Et donc ils prennent de la communication qui est classique, donc n'importe qui peut l'intercepter, sauf qu'ils ont une méthode très simple. Ma cible est à 5 km de ce côté-là, donc ils envoient leur drone à 4 km et demi de ce côté-là, et leur drone n'émet pas, ne renvoie pas d'image. Et quand le drone est à 30-40 secondes de son objectif, là il va rallumer son image, il va émettre, et donc, eux, ils vont le choper, mais ils sont à 30 secondes de l'impact. C'est-à-dire que les Russes, ils n'ont pas pu allumer leur guerre électronique parce qu'ils n'ont pas vu le drone arriver, et donc ils vont pouvoir guider leur drone sur les 30 dernières secondes jusqu'à l'impact. Et le numérique serait pertinent, donc une communication sécurisée serait pertinente s'ils voulaient faire revenir le drone. Puis il y a un autre élément. Vous savez, les drones kamikaze Switchblade fournis par les Américains sont avec une communication qui est cryptée. Sauf que quand vous passez, en gros, c'est 1 ou 0. Soit ça marche, soit vous êtes sous la colline et c'est 0. Alors qu'avec une communication non sécurisée, ça devient du brouillard. C'est-à-dire que la communication se dégrade progressivement, mais on peut guider sa munition rôdeuse beaucoup plus tard, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus précisément.
Et donc, il y a des retours d'expérience qui sont très négatifs, par exemple sur le Switchblade, qui coûte je ne sais pas combien de dizaines de milliers par exemplaire, contre des drones à 500 euros. Eux, en termes d'efficacité, en dehors du volume et du prix, ils préfèrent avoir des drones à 500 euros que les Switchblade à 15 000. Hop. Et ensuite, il y a le développement des technologies à bas coût. Donc, par exemple, ça, c'est des caméras infrarouges qu'ils utilisent sur les drones kamikazes, qui vont coûter 4000 grivnas, donc qui vont coûter moins d'une centaine d'euros pour être capable de faire des drones thermiques kamikazes. Encore une fois, avant le tir, ils vont démonter la petite caméra précédente et ils vont mettre cette caméra à la place. Et donc, ils font de la navigation inertielle, ils font de la navigation optique, c'est-à-dire sans aucune communication, ils peuvent voler sans GPS, et ils font en sorte d'être capables de produire localement ce dont ils auront besoin, dans des proportions qui sont toujours plus importantes. Pareil, se mettre à l'abri, mais tout ça, c'est du développement local. Se mettre à l'abri pour être capable de ne pas être en danger, puisque les pilotes de drones, les snipers, sont peut-être les deux spécialités qui sont les plus visées par les Russes. On a l'impression que le pilote de drone, il est des kilomètres derrière, donc il risque rien, sauf qu'en fait, il a un gros émetteur entre les mains et il se fait détecter. Et le fait de pouvoir déporter l'antenne fait qu'ils peuvent se mettre à l'abri, et donc c'est ce type de système qu'ils achètent, vous voyez, pour 1500 euros. Il y a un élément qui est très important, je vous ai parlé tout à l'heure de cette horizontalité, c'est-à-dire qu'ils savent qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fonctionne bien, quel équipement est le plus pertinent, et donc finalement, les bonnes idées se répandent d'une manière très très rapide dans toute la communauté des utilisateurs. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments. Hop, attendez, c'est celui-là. C'est à la fois le fait d'être low cost, d'abaisser les exigences et qu'on fait participer à la totalité de la population. C'est ça qui permet cette massification. C'est ça qui a permis aux Ukrainiens de survivre jusqu'à maintenant. C'est vraiment la combinaison de ces trois facteurs qui permet de produire tous ces drones qui fait qu'ils ne se sont pas effondrés. L'Ukraine se serait effondrée si elle n'avait pas eu tous ces drones. Ça compense en partie le manque de munitions, par exemple. Alors, les Russes le font aussi. Donc ça, par exemple, c'est un drone qui s'appelle le Orlan 10. Le Orlan 10, il est développé depuis des années et des années. Les Russes l'utilisent en Ukraine depuis des années, depuis 2014 en gros. Donc par exemple, leur caméra, c'est une simple caméra Canon à 450 euros. Donc ça, c'est des drones que la Russie achète 100 000 dollars. Hein. Donc on se doute qu'il y a quand même quelques généraux qui doivent avoir des belles villas dans le sud de la France ou en Italie. Mais donc ce drone Orlan 10, caméra Canon de base, scratch de base, le réservoir, c'est une bouteille de 3 litres, une bouteille d'eau hein, qu'on achète dans le commerce. Donc même des pays structurés qui devraient pouvoir avoir une industrie de défense solide ont quand même choisi ou subi le fait qu'ils se soient contentés de systèmes les plus simples possibles. Donc dans le cas des Russes, vu qu'ils achetaient quand même les drones 100 000 dollars, on se doute bien que qu'il y avait une arnaque quelque part. Mais vous voyez, c'est vraiment des systèmes les plus simples qu'on puisse avoir. C'est fou, hein. Donc pourquoi développer une optique à des millions quand on peut acheter ça? Hop. Alors, très rapidement, je sais pas quelle heure il est. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai presque fini. Il y a le concept d'innovation qui s'appelle Brave 1. Brave 1, c'est quasiment leur agence d'innovation de défense, sauf qu'elle va réunir à peu près tout le monde. Il y a 6 ministères qui sont impliqués, le ministère de l'innovation numérique, vraiment dans tous les domaines. Et chacun peut venir contribuer, fournir une idée. Donc leur site web est super bien structuré et on peut apporter des schémas techniques, on peut partager ça, voilà, donc on peut fournir ce qu'on veut. Hop, dans je ne sais pas combien de verticales. Donc ça, c'est leurs exigences, ça, c'est les domaines dans lesquels ils ont le plus besoin qu'ils soient exprimés. La robotique, les drones qui soient terrestres, volants, etc., la guerre électronique, le renseignement, protection sécurité, le commandement, les systèmes de commandement, la navigation, les missiles et l'artillerie, la cybersécurité, la logistique, le médical et le déminage. Et leurs priorités, les UAV, la robotique terrestre, la guerre électronique, le déminage et l'intelligence artificielle. Donc ça, si vous arrivez à vous caler dans une de ces cases-là, déjà vous avez plus de points pour aller aux étapes suivantes de sélection. Et donc il y a eu des milliers de propositions, il y a 1453 développements qui ont été analysés parce qu'ils étaient plus pertinents, il y en a 807 qui ont été validés par les analystes militaires, il y en a 700 qui ont reçu le statut de Brave One,
et il y en a 177 qui ont été financés pour 3 millions de dollars. 177 projets pour 3 millions de dollars. Pour faire des choses opérationnelles qui vont aboutir très rapidement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à du matériel qui va se retrouver sur le terrain et qui va sauver des vies. Donc, encore une fois, le coût de l'innovation, il est absolument ridicule. Et ensuite, il y a les partenariats. Donc, par exemple, il y a Tech Exchange. C'est une sorte d'ONG, je ne sais pas comment elle est financée, mais qui permet d'améliorer la coordination entre les sociétés britanniques et les sociétés ukrainiennes. Et ça, le soutien international, aujourd'hui, les Ukrainiens, ils sont très friands parce qu'ils peuvent monter surtout en volume sur des systèmes qu'ils ne peuvent pas produire tout seuls et qu'il y a des investissements étrangers qui vont venir pour produire, pour construire des lignes d'assemblage de blindés, de l'artillerie, par exemple, avec Nexter qui va s'installer sur place. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très important et de mon point de vue, qui a été assez structurant. Et je vais juste vous donner un exemple. Après, j'arrête avec le Vector, la façon que les étrangers ont eu de venir proposer leurs innovations en Ukraine. Le drone Vector, donc la guerre commence en février 2022, tout le monde arrive sur place, les Allemands de Quantum, ils arrivent, ils donnent une douzaine de drones, cadeaux, ils créent sur place un bureau pour faire du retour d'expérience rapide et pour faire la maintenance si nécessaire, très rapidement. Les Français, on est arrivé plusieurs mois plus tard en disant, allez, on vous fait 20% de réduction. Voilà. Donc déjà, la différence, c'est que les Ukrainiens se servaient depuis plusieurs mois des drones allemands, quand nous, on voulait juste leur faire une promo. Et donc, forcément, ils n'ont pas acheté. 6 mois plus tard, les Allemands étaient au niveau de ce que faisaient déjà les Ukrainiens. Encore une fois, les Ukrainiens achètent du matériel étranger parce qu'ils n'ont pas la capacité industrielle de produire en grande quantité. Ils achètent ce qu'ils peuvent prendre à l'extérieur, mais s'ils pouvaient le faire localement 10 fois moins cher, évidemment. Mais là, c'est une question de main-d'œuvre et une capacité de production qu'ils n'ont pas. Et donc, les drones Quantum Vector, pour regarder sur Internet, ils en ont acheté des centaines. Et nous, on est arrivé derrière, et j'ai une vidéo qui va sortir cette semaine sur ça, j'ai interrogé un opérateur de drone, et il me fait, et quand les autres pays sont arrivés, quand les Français sont arrivés, en gros, vous croyez que vous étiez bon, et puis en fait, on a dit, mais mince, on va devoir recommencer à zéro avec vous. Tous les efforts qu'on a fait pour faire monter les Allemands en compétences, il va falloir qu'on fasse les mêmes efforts pour vous maintenant. Et ça, c'était quelque chose qui était assez inattendu, en tout cas de ma part, quand on va sur les terrains d'expérimentation. Ils ne considèrent pas le matériel occidental comme meilleur que le leur, ils le considèrent comme beaucoup plus cher, mais indispensable pour avoir la masse. Et dans quelques années, et ça c'est ma grande crainte, tous ceux qui sont sur place pour produire localement, pour du coup être capables de produire low cost, eux, ils auront de la place. C'est-à-dire produire des munitions téléopérées qui coûtent plus cher que des drones lourds de 3,20 m d'envergure. Évidemment, ça va être difficile de les vendre. Ils ont plein d'idées, plein d'innovations, mais quand la guerre sera finie, quand ils auront plus besoin de ce matériel localement, ils auront une BITD de dingue, avec des prix qui défient toute concurrence, et ce sera une petite Corée du Sud, une petite Israël qui sera à nos portes et qui va vraiment faire du mal aux industriels qui ne se seront pas adaptés. Aujourd'hui, les industriels sont contents de pouvoir proposer leurs produits et les Ukrainiens achètent quasiment tout ce qu'ils peuvent. Mais quand le flux arrêtera dans ce sens-là, ça va repartir dans l'autre sens et d'une manière qui va être vraiment agressive. Donc, ils profitent de nos innovations, mais aujourd'hui, ils cherchent surtout à faire les mêmes choses pour moins cher chez eux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on entend les gens en ligne? Il y a déjà des questions? Il y a une bonne dizaine d'années, j'avais étudié avec la PROSAF, l'Association d'aéronautique française, les compétences ukrainiennes en défense. Et j'avais découvert qu'effectivement, l'Ukraine réalisait énormément de trucs, mais dans tous les sens. Oui. Il n'y a pas que. Il y avait même des bateaux, des avions eux-mêmes. Enfin bon. Et dans mes contacts avec les Russes après la chute du mur de Berlin, il y a un Russe, un chef russe qui vendait des S-300, Oui. qui voulait me vendre d'ailleurs. À un moment donné, après avoir bu un peu d'alcool, il m'a dit, tu sais, le missile S-300, il est fait en Ukraine. Vous voyez le truc. Donc c'est quand même bon. Voilà. Alors moi la question, alors j'ai regardé sur la carte d'Ukraine où étaient les centres militaires, hein, et où est-ce qu'ils étaient
je dirais quasiment à 80% placé, c'est dans le Donbass. Alors, D'accord? Bon, ouais, je dis à 80%, il y en avait un peu ailleurs. Bon, hein. non, Ce qui fait que la question que je me pose, c'est parce que c'est surtout des Russes d'origine qui habitent le Donbass. Est-ce que c'est les Russes qui faisaient ce truc-là ou est-ce que non, c'est non, les alors, Ukrainiens? le Donbass, plus de 80% de la population en 91 a dit on est ukrainien, même s'ils parlent russe, il faut bien faire la distinction. Ils sont Ouais, patriotes, ils se sentent absolument pas russes sur place et ouais, ils alimentent. Et alors, une grande partie de la production a été déplacée. Si vous regardez les documents de 2000, de la production industrielle ukrainienne de 2012-2013, effectivement, il y a une répartition avec beaucoup de systèmes qui venaient de l'Est, notamment les munitions. La seule usine de munitions ukrainienne était dans ce qui est devenu l'Ukraine occupée. Mais en réalité, il y a un éclatement très important de par cette volonté justement de résilience en se plaçant dans énormément de villes différentes. Donc Dnipro, Kiev, Antonov, Lviv, il y a beaucoup, beaucoup de villes qui hébergent des industries lourdes. Kharkiv, c'est pour les chars, les bureaux de Luke qui sont dans l'ouest. Donc pour moi, il y a vraiment une répartition qui est très, très intéressante et qui s'est accélérée par la suite. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, ils se sont éloignés du front et la production industrielle est très importante, y compris très loin du front. Et ce qui reste sur les premières lignes, ça va être ça va être le consommable. Mais aujourd'hui, la production, elle est tellement décentralisée. Les productions des drones navals, par exemple, je suis convaincu qu'il y a des dizaines d'usines différentes qui vont travailler dessus pour pas avoir un centre unique. Ils ont beaucoup développé, par exemple, le télétravail. Parce que quand les Russes ont commencé à bombarder, et ben pour éviter d'être tous ensemble en train de travailler, les entreprises industrielles qui développent des missiles, par exemple, ils travaillent quasiment tous en remote. Et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, ils sont en train de développer des missiles qui ont plus de 2000 km de distance de portée, des missiles de croisière, et ils disent on ne se voit jamais. On se voit jamais. Mais on travaille ensemble, on se voit juste pour faire les tests sur les champs d'essai, pour valider dans une soufflerie souterraine. Ils ont des souffleries souterraines, et ensuite ça va être opérationnel très rapidement. Ce qui fait que j'imaginais que quand les Russes avaient commencé à envahir le Donbass, etc., je me suis dit, mais toutes les usines qui sont envahies par les Russes, manifestement, je dirais, les Russes doivent les rapatrier chez eux, quoi, et pas les laisser en Ukraine. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ouais. Hein, oui. Ils ont essayé notamment à Kharkiv, ils ont miné, ils ont attaqué des endroits, notamment des usines de chars et de blindés qui étaient là-bas, mais c'est tout à fait minime. Et à ma connaissance, le seul domaine dans lequel ils n'ont pas réussi à reconstruire massivement une capacité de production, c'est pour les obus qui étaient effectivement dans une zone du Donbass occupée. Mais pour tout le reste, ils ont tout décalé vers l'ouest, dans les zones tout à fait sûres. Dans votre présentation, vous donnez de très nombreux et intéressants exemples, très riches, où l'innovation, toutes les fois, venait plutôt de la base, d'initiatives personnelles locales, éventuellement sélectionnées par l'agence BREFI. Est-ce que vous avez des exemples de cheminement inverse, c'est-à-dire d'idées d'initiatives venues plutôt, par exemple, du ministère de la Défense, des armées, ou soit pour faire un appel à projet, soit, par exemple, pour mettre en relation des acteurs jugés intéressants? Peut-être des systèmes lourds, comme par exemple le RIM 2, tous ces systèmes lourds, je pense vraiment que ça vient de l'État, mais la masse des innovations, elle vient quand même principalement de l'usager dont le cousin est ingénieur et va développer des choses pour aider son ami. Et, mais oui, forcément, il y a des systèmes qui vont venir de tout en haut, mais c'est des programmes d'armement sur le long terme, par exemple les missiles adaptés des missiles soviétiques. En fait, tout ce qui nécessite une adaptation des systèmes lourds, c'est forcément en coopération avec l'armée à un moment ou à un autre. Mais tout ce qu'on peut faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on trouve dans la rue, là, ça a vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment la population qui s'est lancée toute seule pour produire ces équipements. Mais dans tous les cas, il y a une combinaison des deux. Et les dimensions IT, même les C2, même les systèmes de commandement intégrés, c'est la population sans aucune commande de l'État qui l'a fait. Alors que c'est hautement stratégique d'être compétent dans ce domaine-là. Donc ils intègrent et ils ont cette flexibilité qui fait qu'ils intègrent, mais aussi parce qu'ils ont une nouvelle génération de jeunes qui se sont battus à partir de 2014, des gens qui ont des grades très élevés à 35 ans. Et on voit d'ailleurs Boudanov, on voit ces gens qui sont à des postes de responsabilité très élevés et qui ont déjà 10 ans de guerre derrière eux, plus toutes les opérations, plus l'histoire soviétique, ce qui fait qu'ils comprennent bien
ce qui va se passer, ils comprennent bien ce que les Russes vont faire. Alors, les Russes s'adaptent quand même, mais ils connaissent bien la doctrine russe et ils connaissent bien ce qu'il faut faire pour les contourner. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans leur système de commandement, ils font des systèmes de commandement qui prennent en compte ce qu'ils attendent de la part des Russes. C'est-à-dire qu'ils se doutent que les Russes, quand ils font ça, il va se passer telle chose derrière. Parce qu'ils ont des systèmes d'intelligence artificielle avec une prédictibilité dans lequel ils interrogent le système. Je l'ai retiré de mes slides. Ils collectent énormément, énormément de données et ils posent des questions, une sorte de chat GPT. Il y a ça qui a été détecté. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans telle zone dans les prochaines heures? Et le système est relativement efficace. Donc ça, c'est encore une fois l'État qui a demandé de structurer. Ça, c'est un des rares cas que j'ai en tête dans lequel c'est le gouvernement qui a dit ce serait bien de pouvoir structurer parce qu'on a cette base de données très importante. Mais dans quasiment toutes les autres innovations que j'ai en tête, c'est vraiment la population qui s'est débrouillée toute seule. Bonsoir Xavier, Jean-François Paulier, du cabinet de conseil PwC. Tu as beaucoup parlé d'innovation assez rapide et agile côté ukrainien. Est-ce qu'on voit la même agilité se développer côté russe ou pas? Ou est-ce que la Russie est restée dans un cycle d'innovation beaucoup plus lourd qu'on peut connaître, on va dire, en France par exemple? Alors, la Russie, très clairement, elle rattrape son retard, notamment dans le domaine des drones, mais elle a quand même beaucoup, beaucoup de mois de retard. Elle a aussi une difficulté d'accès à certains composants, même si c'est la Chine qui en fournit beaucoup. Le fait que ça vienne beaucoup plus de l'État et beaucoup moins de l'innovation participative, la population russe, elle est mobilisée de force pour aller travailler dans des usines. Elle va pas aller travailler le soir et le week-end pour tisser des trucs de camouflage, etc. Et donc, je pense que la grande force, c'est le fait que ce soit la population qui se mobilise pour produire de la masse, mais pour innover aussi. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'universités russes qui d'elles-mêmes ont envie d'aller passer leur soir et leur week-end à bosser sur ces sujets-là. Et je pense que c'est une grosse différence, c'est le concept du hackathon. On n'est jamais aussi efficace que dans un hackathon quand on fait une compétition avec les copains. Et les concepts d'innovation classiques sont plus pertinents quand ils sont faits par des volontaires bénévoles que quand c'est des gens qui font les 35 heures ou les 40 heures parce qu'ils sont en économie de guerre. Et donc je pense, oui, les Russes aujourd'hui, ils s'adaptent. C'est plus la même guerre maintenant que ce qu'il y avait en février 2022, mais ils s'adaptent quand même avec un temps de retard. Typiquement, même sur les drones kamikazes infrarouges, ils avaient quasiment un an de retard sur les premiers équipements qui étaient disponibles pour les Ukrainiens. Et l'innovation du côté russe, elle est plus arrivée quand les Russes ont fait des mobilisations forcées. Les Ukrainiens, quand il y a eu la guerre, il y a 500 000 volontaires qui ont été dire je veux me battre pour mon pays, et ils sont arrivés avec leurs idées, avec leurs drones qu'ils avaient à la maison. Les Russes, c'était l'armée, et c'est à partir de novembre 2022 qu'il y a la population qui a été mobilisée de force et qui sont arrivés avec les drones qui avaient été financés par leurs parents, par leurs frères, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une accélération de l'innovation et on n'a quasiment pas de largage de grenades jusqu'à ce que les civils soient mobilisés. Ou alors les gens de chez Wagner, par exemple. Donc c'est vraiment quand la population civile est engagée dans la guerre que l'innovation accélère beaucoup. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Une question là du web. Comment gèrent-ils les obsolescences dans leur cahier des charges, pour peu qu'ils en aient, Il n'y en a pas. notamment planification du remplacement progressif? Et est-ce qu'il existe un logiciel de gestion pour les actions préventives, curatives et le remplacement des composants vieillissants, en plus des composants défectueux? Alors en fait, les vieux composants, ils les consomment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de missile qui arrive au moment où il faut faire une maintenance dessus. Par contre, euh, la grande complexité, ça, j'ai jamais eu accès à la dimension maintenance. Autant j'ai vu des quartiers généraux, j'ai vu des choses vraiment opérationnelles, mais sur la maintenance, ça doit être une torture puisqu'on a une gamme d'armements qui est absolument colossale et sur lequel il y a des exigences qui ne sont pas les mêmes. Mais localement, je reprends l'exemple des Césars, les canons César français qui donnent au-delà de tout ce qu'ils pouvaient espérer en termes de satisfaction, eh bien, ils ont trouvé les industriels locaux pour être capables d'assurer une partie de la maintenance. Mais une partie de la maintenance lourde est réalisée à l'étranger. Donc, il y a certains équipements, comme par exemple les chars Léopard, par exemple, ils doivent repasser la frontière vers la Pologne quand ils doivent faire certains niveaux de maintenance.
Et donc, c'est au bout de je sais pas combien, 1000 heures de moteur qui tournent, ils doivent les renvoyer vers l'arrière. Donc, je pense qu'ils appliquent simplement les exigences qu'on leur a fournies pour ces systèmes, mais tout ce qu'on leur fournit, ils le consomment à une vitesse quasi instantanée. Et ils ont une accélération. Alors, je pense aussi aux avions de chasse. Le fait d'intégrer sur les avions de chasse soviétiques des missiles occidentaux, bah forcément, il y a des décalages aussi sur les exigences qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés d'intégrer des GPS d'aéroclubs dans leurs avions de chasse parce qu'ils étaient plus précis. Je parle des Russes là, pardon. Les Russes n'avaient pas modernisé leur Sukhoi 34, et donc leurs Sukhoi 34 qui sont censés être de dernière génération. Et on a vu dans les images partagées officiellement par l'armée russe, on a vu des GPS d'aéroclubs qui ont été mis sur des Sukhoi 34 pour pouvoir compenser le fait que leurs bombes n'étaient pas assez précises parce qu'ils n'avaient pas de bombes intelligentes. Et donc, du coup, les Ukrainiens, en ayant des bombes intelligentes, avaient un temps d'avance sur les Russes qui avaient simplement leur système qu'ils n'avaient pas réussi à moderniser. Donc, je pense aussi que les Ukrainiens, euh, c'est pas que dans la maintenance, du coup, avaient ce potentiel d'intégrer des systèmes qui nécessitent moins de travail et d'adaptation. Une fois qu'on a réussi à intégrer les A2SM sur les MiG-29, eh ben, c'est moins de travail moins compliqué que les Russes qui doivent travailler avec des systèmes de navigation Garmin qui n'ont rien à faire dans un avion de chasse. Une autre question, il y a pas mal de questions là sur le chat. Comment les armées françaises perçoivent-elles ces matériels innovants low cost? Les armées françaises, ah bah, je peux vous dire comment les Ukrainiens perçoivent les armes françaises, ils en sont très contents. Alors, les armées françaises, j'ai l'impression qu'ils sont très friands d'avoir surtout le retour d'expérience. Alors, en off, certains des combattants français, sur place, je les ai mis en contact avec des unités combattantes ici. Donc il y a du retour d'expérience qui est ultra pertinent, mais qui se fait en off, puisque officiellement, enfin, ils sont volontaires, c'est des militaires ukrainiens. Ils sont de nationalité française, c'est d'anciens membres de la Légion étrangère, et donc je les ai mis en contact avec des combattants ici, parce que la guerre de tranchées, prendre une tranchée, qui sait prendre une tranchée en France à part eux? Le combat urbain, qui sait faire du combat urbain à part les gars qui se sont battus dans Bakhmut? Comment est-ce qu'on utilise un drone en combat urbain? Comment est-ce qu'on gère un essaim de drone avec les observations, etc. Et ce retour d'expérience, je pense que tout le monde, le CICDE, forcément, ils sont à 100% ouverts sur tout ce retour d'expérience. Et à chaque fois que vous parlez ici avec bah, les hautes autorités, les généraux, etc., tout le monde nous parle du retour d'expérience d'Ukraine. Et je pense il pourrait être amélioré. Heureusement, les Ukrainiens viennent aussi ici. Par exemple, je pense que c'était le directeur de Army of Drone, qui est une sorte de structuration de toutes les initiatives autour des drones, qui est venu en France, qui a été reçu ici par les autorités, hein, officiellement, je ne révèle pas un secret. Et donc, logiquement, ils viennent aussi avec leur savoir-faire et leur retour d'expérience à eux pour dire, bah, ça c'est nécessaire, ça c'est pas indispensable. Mais par contre, je ne sais pas si au niveau des exigences industrielles qu'on pose sur nos industries, est-ce que nous, on a mis des exigences au rabais au cas où on veuille vraiment faire de la masse? Aujourd'hui, on a été chez MBDA il y a quelques semaines avec l'IHEDN. Pareil, c'est quelque chose qui est public. On met jusqu'à 50 mois à assembler un missile. 50 mois, c'est-à-dire que si on a accéléré en 2022, ce sera en 2026 qu'on commencera à avoir une accélération de la cadence. Les Rafales, c'est plus de 3 ans. Est-ce qu'on a un moyen de faire des corps de bombes lisses moins exigeantes, mais beaucoup plus rapides? Ça, je ne sais pas. J'ai un copain, un ancien collègue qui travaille dans le conseil, qui est à l'étranger, dans lequel il a été en charge, il est en charge aujourd'hui de faire la liste de toutes les imprimantes 3D industrielles lourdes d'un pays européen. Parce que le jour où ils appuient sur le bouton, ils veulent être capables de faire 100 drones lourds par jour. Je ne sais pas s'il y a une mission en France pour aller chez Renault pour savoir combien ils ont d'imprimantes 3D lourdes. Donc il y a peut-être tout un certain nombre de préalables à l'accélération industrielle qu'on pourrait mettre en œuvre ici, se préparer à réduire nos exigences et identifier tout le potentiel industriel de tous les outils civils et militaires qui pourraient être mobilisés. Il y a une bonne dizaine d'années, j'avais étudié avec la PROSAF, l'Association d'aéronautique française,
les compétences ukrainiennes en défense. Et j'avais découvert qu'effectivement, l'Ukraine réalisait énormément de trucs, mais dans tous les sens. Oui. Il n'y a pas que. Il y avait même des bateaux, des avions eux-mêmes. Enfin bon. Et dans mes contacts avec les Russes après la chute du mur de Berlin, il y a un Russe, un chef russe qui vendait des S-300, Oui. qui voulait me vendre d'ailleurs. À un moment donné, après avoir bu un peu d'alcool, il m'a dit, tu sais, le missile S-300, il est fait en Ukraine. Vous voyez le truc. Donc c'est quand même bon, voilà. Alors moi la question, alors j'ai regardé sur la carte d'Ukraine où étaient les centres militaires, hein, et où est-ce qu'ils étaient, je dirais quasiment à 80% placés, c'est dans le Donbass. D'accord? Bon, ouais. je dis à 80%, il y en avait un peu ailleurs. Bon, hein. Non, Ce qui fait que la question que je me pose, c'est parce que c'est surtout des Russes d'origine qui habitent le Donbass. Est-ce que c'est les Russes qui faisaient ce truc-là ou est-ce que Non, c'est non, alors, les Ukrainiens? le Donbass, plus de 80% de la population en 91 a dit on est ukrainien, même s'ils parlent russe, il faut bien faire la distinction. Ils sont Ouais. patriotes, ils se sentent absolument pas russes sur place Ouais. et ils alimentent. Et alors, une grande partie de la production a été déplacée. Si vous regardez les documents de la production industrielle ukrainienne de 2012-2013, effectivement, il y a une répartition avec beaucoup de systèmes qui venaient de l'Est, notamment les munitions. La seule usine de munitions ukrainienne était dans ce qui est devenu l'Ukraine occupée. Mais en réalité, il y a un éclatement très important de par cette volonté justement de résilience en se plaçant dans énormément de villes différentes. Donc Dnipro, Kiev, Antonov, Lviv, il y a beaucoup, beaucoup de villes qui hébergent des industries lourdes. Kharkiv, c'est pour les chars, les bureaux de Luke qui sont dans l'ouest. Donc pour moi, il y a vraiment une répartition qui est très, très intéressante et qui s'est accélérée par la suite. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, ils se sont éloignés du front et la production industrielle est très importante, y compris très loin du front. Et ce qui reste sur les premières lignes, ça va être ça va être le consommable. Mais aujourd'hui, la production, elle est tellement décentralisée. Les productions des drones navals, par exemple, je suis convaincu qu'il y a des dizaines d'usines différentes qui vont travailler dessus pour pas avoir un centre unique. Ils ont beaucoup développé, par exemple, le télétravail. Parce que quand les Russes ont commencé à bombarder, et ben pour éviter d'être tous ensemble en train de travailler, les entreprises industrielles qui développent des missiles, par exemple, ils travaillent quasiment tous en remote. Et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, ils sont en train de développer des missiles qui ont plus de 2000 km de distance de portée, des missiles de croisière, et ils disent on se voit jamais. On se voit jamais. Mais on travaille ensemble, on se voit juste pour faire les tests sur les champs d'essai, pour valider dans une soufflerie souterraine. Ils ont des souffleries souterraines, et ensuite ça va être opérationnel très rapidement. Ce qui fait que j'imaginais que quand les Russes avaient commencé à envahir le Donbass, etc., je me suis dit, mais toutes les usines qui sont envahies par les Russes, manifestement, je dirais, les Russes doivent les rapatrier chez eux, quoi, et pas les laisser en Ukraine. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Hein, oui. Ils ont essayé notamment à Kharkiv, ils ont miné, ils ont attaqué des endroits, notamment des usines de chars et de blindés qui étaient là-bas, mais c'est tout à fait minime. Et à ma connaissance, le seul domaine dans lequel ils n'ont pas réussi à reconstruire massivement une capacité de production, c'est pour les obus qui étaient effectivement dans une zone du Donbass occupée. Mais pour tout le reste, ils ont tout décalé vers l'ouest, dans les zones tout à fait sûres. Dans votre présentation, vous donnez de très nombreux et intéressants exemples, très riches, où l'innovation, toutes les fois, venait plutôt de la base, d'initiatives personnelles locales, éventuellement sélectionnées par l'agence BREFI. Est-ce que vous avez des exemples de cheminement inverse, c'est-à-dire d'idées d'initiatives venues plutôt, par exemple, du ministère de la Défense, des armées, soit pour faire un appel à projet, soit, par exemple, pour mettre en relation des acteurs jugés intéressants? Peut-être des systèmes lourds, comme par exemple le RIM 2, tous ces systèmes lourds, je pense vraiment que ça vient de l'État, mais la masse des innovations, elle vient quand même principalement de l'usager dont le cousin est ingénieur et va développer des choses pour aider son ami. Et, mais oui, forcément, il y a des systèmes qui vont venir de tout en haut, mais c'est des programmes d'armement sur le long terme, par exemple les missiles adaptés des missiles soviétiques. En fait, tout ce qui nécessite
Une adaptation des systèmes lourds, c'est forcément en coopération avec l'armée à un moment ou à un autre. Mais tout ce qu'on peut faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on trouve dans la rue, là, ça a vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment la population qui s'est lancée toute seule pour produire ces équipements. Mais dans tous les cas, il y a une combinaison des deux. Et les dimensions IT, même les C2, même les systèmes de commandement intégrés, c'est la population sans aucune commande de l'État qui l'a fait. Alors que c'est hautement stratégique d'être compétent dans ce domaine-là. Donc ils intègrent et ils ont cette flexibilité qui fait qu'ils intègrent, mais aussi parce qu'ils ont une nouvelle génération de jeunes qui se sont battus à partir de 2014, des gens qui ont des grades très élevés à 35 ans. Et on voit d'ailleurs Boudanov, on voit ces gens qui sont à des postes de responsabilité très élevés et qui ont déjà 10 ans de guerre derrière eux, plus toutes les opérations, plus l'histoire soviétique, ce qui fait qu'ils comprennent bien ce qui va se passer, ils comprennent bien ce que les Russes vont faire. Alors, les Russes s'adaptent quand même, mais ils connaissent bien la doctrine russe et ils connaissent bien ce qu'il faut faire pour les contourner. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans leur système de commandement, ils font des systèmes de commandement qui prennent en compte ce qu'ils attendent de la part des Russes. C'est-à-dire qu'ils se doutent que les Russes, quand ils font ça, il va se passer telle chose derrière. Parce qu'ils ont des systèmes d'intelligence artificielle avec une prédictibilité dans lequel ils interrogent le système. Je l'ai retiré de mes slides. Ils collectent énormément de données et ils posent des questions, une sorte de chat GPT. Il y a ça qui a été détecté. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans telle zone dans les prochaines heures? Et le système est relativement efficace. Donc ça, c'est encore une fois l'État qui a demandé de structurer. Ça, c'est un des rares cas que j'ai en tête dans lequel c'est le gouvernement qui a dit ce serait bien de pouvoir structurer parce qu'on a cette base de données très importante. Mais dans quasiment toutes les autres innovations que j'ai en tête, c'est vraiment la population qui s'est débrouillée toute seule. Bonsoir Xavier, Jean-François Paulier du cabinet de conseil PwC. Tu as beaucoup parlé d'innovation assez rapide et agile côté ukrainien. Est-ce qu'on voit la même agilité se développer côté russe ou pas? Ou est-ce que la Russie est restée dans un cycle d'innovation beaucoup plus lourd qu'on peut connaître, on va dire, en France par exemple? Alors, la Russie, très clairement, elle rattrape son retard, notamment dans le domaine des drones, mais elle a quand même beaucoup de mois de retard. Elle a aussi une difficulté d'accès à certains composants, même si c'est la Chine qui en fournit beaucoup. Le fait que ça vienne beaucoup plus de l'État et beaucoup moins de l'innovation participative, la population russe, elle est mobilisée de force pour aller travailler dans des usines. Elle va pas aller travailler le soir et le week-end pour tisser des trucs de camouflage, etc. Et donc, je pense que la grande force, c'est le fait que ce soit la population qui se mobilise pour produire de la masse, mais pour innover aussi. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'universités russes qui d'elles-mêmes ont envie d'aller passer leur soir et leur week-end à bosser sur ces sujets-là. Et je pense que c'est une grosse différence, c'est le concept du hackathon. On n'est jamais aussi efficace que dans un hackathon quand on fait une compétition avec les copains. Et les concepts d'innovation classiques sont plus pertinents quand ils sont faits par des volontaires bénévoles que quand c'est des gens qui font les 35 heures ou les 40 heures parce qu'ils sont en économie de guerre. Et donc je pense, oui, les Russes aujourd'hui, ils s'adaptent. C'est plus la même guerre maintenant que ce qu'il y avait en février 2022, mais ils s'adaptent quand même avec un temps de retard. Typiquement, même sur les drones kamikazes infrarouges, ils avaient quasiment un an de retard sur les premiers équipements qui étaient disponibles pour les Ukrainiens. Et l'innovation du côté russe, elle est plus arrivée quand les Russes ont fait des mobilisations forcées. Les Ukrainiens, quand il y a eu la guerre, il y a 500 000 volontaires qui ont été dire je veux me battre pour mon pays, et ils sont arrivés avec leurs idées, avec leurs drones qu'ils avaient à la maison. Les Russes, c'était l'armée, et c'est à partir de novembre 2022 qu'il y a la population qui a été mobilisée de force et qui sont arrivés avec les drones qui avaient été financés par leurs parents, par leurs frères, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une accélération de l'innovation et on n'a quasiment pas de largage de grenades jusqu'à ce que les civils soient mobilisés. Ou alors les gens de chez Wagner, par exemple. Donc c'est vraiment quand la population civile est engagée dans la guerre que l'innovation accélère beaucoup. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Une question là du web. Comment gèrent-ils les obsolescences dans leur cahier des charges, pour peu qu'ils en aient, Il n'y en a pas. notamment planification du remplacement progressif? Et est-ce qu'il existe un logiciel de gestion pour les actions préventives, curatives et le remplacement des composants vieillissants, en plus des composants défectueux?
Alors en fait, les vieux composants, ils les consomment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de missile qui arrive au moment où il faut faire une maintenance dessus. Par contre, euh, la grande complexité, ça, j'ai jamais eu accès à la dimension maintenance. Autant j'ai vu des quartiers généraux, j'ai vu des choses vraiment opérationnelles, mais sur la maintenance, ça doit être une torture puisqu'on a une gamme d'armements qui est absolument colossale et sur lequel il y a des exigences qui ne sont pas les mêmes. Mais localement, je reprends l'exemple des Césars, les canons César français qui donnent au-delà de tout ce qu'ils pouvaient espérer en termes de satisfaction, eh bien, ils ont trouvé les industriels locaux pour être capables d'assurer une partie de la maintenance. Mais une partie de la maintenance lourde est réalisée à l'étranger. Donc, il y a certains équipements, comme par exemple les chars Léopard, par exemple, ils doivent repasser la frontière vers la Pologne quand ils doivent faire certains niveaux de maintenance. Et donc, c'est au bout de je sais pas combien, 1000 heures de moteurs qui tournent, ils doivent les renvoyer vers l'arrière. Donc, je pense qu'ils appliquent simplement les exigences qu'on leur a fournies pour ces systèmes, mais tout ce qu'on leur fournit, ils le consomment à une vitesse quasi instantanée. Et ils ont une accélération. Alors, je pense aussi aux avions de chasse. Le fait d'intégrer sur les avions de chasse soviétiques des missiles occidentaux, bah forcément, il y a des décalages aussi sur les exigences qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés d'intégrer des GPS d'aéroclubs dans leurs avions de chasse parce qu'ils étaient plus précis. Je parle des Russes là, pardon. Les Russes n'avaient pas modernisé leur Sukhoi 34, et donc leurs Sukhoi 34 qui sont censés être de dernière génération. Et on a vu dans les images partagées officiellement par l'armée russe, on a vu des GPS d'aéroclubs qui ont été mis sur des Sukhoi 34 pour pouvoir compenser le fait que leurs bombes n'étaient pas assez précises parce qu'ils n'avaient pas de bombes intelligentes. Et donc, du coup, les Ukrainiens, en ayant des bombes intelligentes, avaient un temps d'avance sur les Russes qui avaient simplement leur système qu'ils n'avaient pas réussi à moderniser. Donc, je pense aussi que les Ukrainiens, euh, c'est pas que dans la maintenance, du coup, avaient ce potentiel d'intégrer des systèmes qui nécessitent moins de travail et d'adaptation. Une fois qu'on a réussi à intégrer les A2SM sur les MiG-29, eh ben, c'est moins de travail moins compliqué que les Russes qui doivent travailler avec des systèmes de navigation Garmin qui n'ont rien à faire dans un avion de chasse. Une autre question, il y a pas mal de questions là sur le chat. Comment les armées françaises perçoivent-elles ces matériels innovants low cost? Les armées françaises, ah bah, je peux vous dire comment les Ukrainiens perçoivent les armes françaises, ils en sont très contents. Alors, les armées françaises, j'ai l'impression qu'ils sont très friands d'avoir surtout le retour d'expérience. Alors, en off, certains des combattants français, sur place, je les ai mis en contact avec des unités combattantes ici. Donc, il y a du retour d'expérience qui est ultra pertinent, mais qui se fait en off, puisque officiellement, enfin, ils sont volontaires, c'est des militaires ukrainiens. Ils sont de nationalité française, c'est d'anciens membres de la Légion étrangère. Et donc, je les ai mis en contact avec des combattants ici, parce que la guerre de tranchées, prendre une tranchée, qui sait prendre une tranchée en France à part eux? Le combat urbain, qui sait faire du combat urbain à part les gars qui se sont battus dans Bakhmut? Comment est-ce qu'on utilise un drone en combat urbain? Comment est-ce qu'on gère un essaim de drones avec les observations, etc. Et ce retour d'expérience, je pense que tout le monde, le CICDE, forcément, ils sont à 100% ouverts sur tout ce retour d'expérience. Et à chaque fois que vous parlez ici avec les hautes autorités, les généraux, etc., tout le monde nous parle du retour d'expérience d'Ukraine. Et je pense il pourrait être amélioré. Heureusement, les Ukrainiens viennent aussi ici. Par exemple, je pense que c'était le directeur de Army of Drone, qui est une sorte de structuration de toutes les initiatives autour des drones, qui est venu en France, qui a été reçu ici par les autorités, hein, officiellement, je ne révèle pas un secret. Et donc, logiquement, ils viennent aussi avec leur savoir-faire et leur retour d'expérience à eux pour dire, bah, ça c'est nécessaire, ça c'est pas indispensable. Mais par contre, je ne sais pas si au niveau des exigences industrielles qu'on pose sur nos industries, est-ce que nous, on a mis des exigences au rabais au cas où on veuille vraiment faire de la masse? Aujourd'hui, on a été chez MBDA il y a quelques semaines avec l'IHEDN. Pareil, c'est quelque chose qui est public. On met jusqu'à 50 mois à assembler un missile. 50 mois, c'est-à-dire que si on a accéléré en 2022, ce sera en 2026 qu'on commencera à avoir une accélération de la cadence. Les Rafales, c'est plus de 3 ans. Est-ce qu'on a un moyen de faire des corps de bombes lisses moins exigeantes, mais beaucoup plus rapides? Ça, je ne sais pas. J'ai un copain, un ancien collègue qui travaille dans le conseil, qui est à l'étranger, dans lequel il y a
il est en charge aujourd'hui de faire la liste de toutes les imprimantes 3D industrielles lourdes d'un pays européen. Parce que le jour où ils appuient sur le bouton, ils veulent être capables de faire 100 drones lourds par jour. Je ne sais pas s'il y a une mission en France pour aller chez Renault pour savoir combien ils ont d'imprimantes 3D lourdes. Donc il y a peut-être tout un certain nombre de préalables à l'accélération industrielle qu'on pourrait mettre en œuvre ici, se préparer à réduire nos exigences et identifier tout le potentiel industriel de tous les outils civils et militaires qui pourraient être mobilisés. Hervé Labbé, quelques années chez Dassault Aviation. On a, on a commencé à parler des drones, sauf erreur, pendant la guerre du Karabakh. En fait, l'armée française, je crois, va aider les Arméniens, c'est prévu. Mais en fait, les Arméniens, ils ont besoin de drones ukrainiens, de ce genre de guerre, quoi. Oui, Sachant qu'en face, l'Azerbaïdjan est aidé par Israël et la bien sûr. Turquie a fait le. Donc, voilà. Mais finalement, pour ce genre de guerre, il faut les Ukrainiens, Oui, pas le matériel, le seul le pays. matériel hyper cher qui vient de. Le seul pays qui sait se battre contre la Russie, qui sait se défendre contre un ennemi plus lourd, plus massif que lui, aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Et ils ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire, au moins pour arrêter les invasions russes, en provoquant plus de morts chez les Russes. Donc le Haut-Karabakh, alors il y a d'autres zones dans lesquelles il y a eu massivement des drones par le passé, même les drones Predator dans la guerre du Golfe dès 91, il y avait des drones. Mais c'est vrai que la guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie est considérée comme la première guerre qui a été gagnée par le basculement qui a été permis par les drones. Avec un étonnement à l'époque, quand on regarde ce système, c'est que le drone turc, le Bayraktar TB2, les Arméniens avaient des systèmes de défense et de guerre électronique, notamment le Krasukha 4, qui était censé être le système absolu qui était capable de tout brouiller. Et en fait, l'Azerbaïdjan pouvait s'en servir. Et ça a été une des premières surprises du niveau inférieur des équipements russes par rapport aux attentes. En guerre électronique, je veux dire, ils ont plein de systèmes, hein. Mais en fait, ils n'étaient pas suffisamment efficaces pour être capables de brouiller les drones azerbaïdjan. La défense aérienne russe sous-performe dans des proportions qui sont invraisemblables, très très en dessous de ce qu'on pouvait attendre. La défense aérienne russe, c'était 51% du marché mondial de la défense aérienne, c'était les Russes. Ils étaient censés être champions du monde. Avec tout leur système, du Strela au Pantsir, au S-400, etc. Ils étaient champions du monde. Ils avaient plus de la moitié du chiffre d'affaires mondial. France, États-Unis réunis, ils nous battaient. Israël, etc. Donc, ils étaient vraiment très bons. Donc, effectivement, ce qu'on a observé en Arménie, malheureusement pour les Arméniens, c'était la preuve que les drones pouvaient faire basculer cette guerre, y compris en faisant s'effondrer les défenses d'un pays. L'Arménie a bien compris que la Russie l'a abandonné. La Russie n'a pas joué son rôle contre l'Azerbaïdjan, et c'est aussi pour ça que l'Arménie s'éloigne. Sauf que l'Azerbaïdjan arme l'Ukraine. L'Azerbaïdjan a des munitions, des obus sur place, et donc j'imagine mal que l'Azerbaïdjan armant l'Ukraine, j'imagine mal que que l'Ukraine arme l'Arménie en retour. Donc l'Ukraine, ils seront peut-être défendus par nous, mais effectivement, nous, nos engagements, c'est de fournir une centaine de drones kamikazes à l'Ukraine d'ici l'été, si je dis pas de bêtises, une centaine. Parce que les Ukrainiens, ils en produisent 3000 par jour, 4000 par jour. Donc on n'est pas du tout sur le même échelle de grandeur. Et malheureusement pour les Arméniens, puisqu'ils ne peuvent pas reposer sur la BITD ukrainienne qui n'a pas le droit d'exporter de toute façon, aujourd'hui, je pense que l'Arménie, s'il y a une guerre face à l'Azerbaïdjan, ils n'ont pas de réponse. Ils peuvent plus compter sur les Russes et ils n'ont pas de matériel qui leur vient en masse. Après, il y a le terrain. Le Haut-Karabakh, c'est de la montagne, hein. Oui, bien C'est sûr. enfin, j'y étais, je connais Ouais. un petit peu. Et c'est 2-3 routes, de la montagne, et puis des collines. Voilà, c'est pas. C'était certainement plus simple de faire un blocus. Ouais. C'était certainement plus simple de faire un blocus sur le Haut-Karabakh que sur le reste du pays. Mais aujourd'hui, si l'Azerbaïdjan et la Turquie s'y mettent pour envahir l'Arménie, je donne pas cher de l'Arménie, quoi qu'il en soit. Et les Russes ont abandonné l'Arménie, c'est officiel. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation lumineuse. On va laisser le mot de la fin à Philippe Leroy de l'AAT. Oui, Philippe Leroy, secrétaire général de l'AAT. Écoutez, au nom de nos deux associations, je voudrais remercier notre conférencier. C'est une conférence vraiment très bien documentée. On se sent proche du terrain, un retour d'expérience extrêmement vivant et très pertinent. Quand on réfléchit à notre BITD française ou Europe de l'Ouest, et en face on voit ce qui se passe en Ukraine, effectivement, on voit un contraste vraiment extraordinaire et qui doit pouvoir nous donner des idées, en tout cas nous conduire à réfléchir sur ce qu'il aurait lieu de faire pour vraiment avoir une vraie mobilisation. Je crois qu'on est vraiment dans des mondes aujourd'hui vraiment différents. C'est vraiment un retour d'expérience tout à fait passionnant. Vraiment un grand merci pour cette brillante exposé. Donc, je laisse la parole. Je ne sais pas quelle est la prochaine conférence. Donc, prochaine conférence, on va basculer également l'innovation, mais autour du thème des armes absurdes. On a vu des armes utiles pendant la conférence. Patrick Michon vient de nous présenter le 23 avril les armes absurdes et un retour d'expérience, là encore, sur les dernières années, sur des programmes d'armement qui n'ont peut-être pas atteint les objectifs qui avaient été fixés. Des conférences également sur le financement de la BITD. Donc, ce sera le thème au mois de mai. Au mois de juin, n'oubliez pas les ES. Donc, les entretiens armement et souveraineté qui seront au centre notarial à Paris. Vous trouverez tous ces éléments sur notre site internet. Et donc, bienvenue au prochain rendez-vous d'Athéna qui aura lieu le 23 avril. Et là encore, merci Xavier beaucoup. Enfin, c'était super. Bravo.